Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Florence. Bonjour Audrey. Comment tu vas ? Ça va. Bon, en fait, c'est assez drôle de faire cet épisode ensemble parce que nous, on se connaît très bien. Oui. On se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Tu m'as recrutée à l'époque où j'étais chez Valtech avec Henri. Tout à fait. Et je me souviens bien de cette grande fille qui faisait 2 fois ma taille. Je voulais t'inviter sur les Achievers parce que tu as un vrai profil commercial et tu as fait énormément de choses. Mais bien évidemment, tu nous raconteras ton parcours. Donc, je tenais à t'inviter parce que aujourd'hui, tu travailles dans un cabinet de conseil en innovation. Je ne sais pas s'il faut le définir comme ça, mais je te laisserai en tout cas le corriger par la suite. Tu as ouvert l'entité parisienne et je sais que tu as aussi pas mal de parties prises sur des sujets qui vont concerner les organisations commerciales. Donc, je pense que ça peut intéresser. À l'issue de cet épisode, j'aimerais qu'on ait répondu à la question suivante qui est comment ça fonctionne en fait ce type de cabinet et en quoi ils peuvent être utiles pour les différents types d'organisations. Après, l'échange, il va être très chill, très ouvert et puis je vais me retrouver à poser des questions dont je connais les réponses. Ah, tu vas peut-être apprendre des choses, tu sais pas. Peut-être. Et peut-être que je te poserai des questions que je n'ai jamais osé te poser. Non, c'est pas vrai. Donc, l'idée, c'est que surtout que tu nous présentes un petit peu ce que vous faites aujourd'hui et que tu nous expliques comment fonctionne l'organisation commerciale. Donc, si le programme te va, je te laisse te présenter. Ça me va. Merci déjà de m'inviter. C'est mon premier podcast, je suis un peu intimidée. Donc, je vais un peu raconter peut-être le début de cette carrière qui commence à arriver au mi-terme, puisque j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai 2 enfants, je suis maman. Et effectivement, j'ai un profil assez commercial depuis quand même toujours. Donc moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait mon bac, j'ai fait une prépa, j'ai intégré l'école de commerce de Toulouse. Et ça, c'était en 2000. Et effectivement, à l'époque, le commerce, c'était pas forcément une matière qui était enseignée contrairement au nom des écoles dans lesquelles on allait. Je pense qu'à Subdeco Toulouse, j'ai dû avoir peut-être un module de 10 heures sur les ventes en 3 années. Et c'était pas non plus des parcours professionnels qui étaient largement poussés. On nous poussait plutôt soit vers la supply, soit vers les RH, soit vers le marketing, soit vers la finance. Et puis donc, moi, c'est vrai que j'avais un peu cette appétence-là. Je pense que c'est aussi familial, puisque j'ai un papa qui a plutôt un profil aussi de commerce, une maman qui était commerçante. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui font du commerce dans notre famille, d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus de hasard. Et puis, finalement, mon premier stage, je l'ai choisi dans la vente quand j'étais à Toulouse et j'ai choisi un job qui était d'être chef de secteur dans les jus de fruits. Premier stage chez Pago, qui à l'époque était une marque hyper nouvelle et tout. Et donc mon job pendant 6 mois, ça a été de faire le tour des cafés, hôtels, restaurants de Toulouse et sa région pour implanter la marque, faire du branding. Donc voilà, c'était sympa. Je devais faire 15-20 bars par jour et tout. Voilà, mais bon, quand même, à la fin, je me suis dit, ce commerce-là, c'est pas trop mon truc et tout ça. Et puis, je voulais quand même tenter le marketing. Donc, j'ai pu avoir l'opportunité de partir à Singapour pour un stage en marketing chez Michelin, en Asie-Pacifique, où j'ai fait plutôt du marketing événementiel à destination des retailers. Et l'idée, c'était d'encourager finalement des distributeurs de pneus à distribuer du Michelin en Asie. J'ai adoré ce stage, c'était génial. Enfin, j'ai fait de l'événementiel sur des circuits, etc. Mais quand je suis rentrée en France et qu'il a fallu trouver un job, je voyais les jobs marketing dans des boîtes d'études, chef de produit et tout. Enfin, je me projetais pas du tout, mais alors pas du tout sur ces jobs-là. Je me suis dit, je vais m'ennuyer, c'est sûr, etc. Donc, je me suis assez vite
mise à rechercher un job plutôt dans le commerce, avec une idée en tête, c'était de me dire, finalement, si j'apprends à faire du commerce très tôt, en fait, derrière, je pourrais tout faire. Parce que c'est une compétence clé et je pense qu'il faut l'acquérir vite. Et donc j'ai passé des entretiens, mais dans tout type de poste de commerce, parce que je savais pas trop. C'est vrai qu'on n'était pas tellement guidés à l'époque dans les écoles. Et en 2003, les postes c'était chef de secteur chez Danone ou chez Coca, enfin toute la grande distrib. Il y avait les jobs de chef de rayon chez Carrefour ou chez Lidl et qu'en sais-je. Il y avait et là, il y avait des jobs en B2B. Donc j'ai passé des entretiens à peu près dans tout ça, qui m'a donné quand même une idée de ce qui me plaisait ou pas. Donc je me suis dit que moi, mettre des yaourts en rayon à 4h du mat, c'était pas trop ma came. Et puis j'ai un peu commencé à faire des entretiens dans des boîtes plutôt techniques, en produits, en B2B. Et donc j'étais un peu désespérée en vrai, parce que ça faisait 2-3 mois que je cherchais, c'était très long. Parce qu'à l'époque, juste pour le rappel, c'était quoi la crise Ouais, il y avait quand même une petite crise, et c'est vrai que pour les jeunes diplômés, c'était pas hyper évident. Puis je suis pas de nature patiente, donc moi, quand je suis rentrée de Singapour, après 3 ans d'indépendance, je me suis retrouvée chez mes parents en Vendée. Déjà, au bout de 2 mois, j'étais déjà un peu au bout de ma vie. Donc, en vrai, j'ai commencé à passer des entretiens. Le premier truc qui est devenu sérieux, c'était les ascenseurs Otis. J'ai trouvé, alors, assez intéressant comme process de recrutement. Hyper pushy, les mecs, tu passes une journée chez eux, t'arrives à 8h du mat, ils te font passer des entretiens de groupe, des entretiens tout seul, et le soir, ils te gardent jusqu'à temps que tu signes ton contrat. Et ça m'a fait flipper, je me suis dit, ils sont fous. Ils sont fous. Voilà, et puis un peu désespérée, on me convoque un entretien pour une société que je connaissais pas trop, qui s'appelait Konica. Et puis je regarde, et puis je vois que c'est pour vendre des photocopieurs. Bon, je vous avoue que c'était pas trop mon rêve en sortie d'école. Et puis à l'époque, j'ai un pote qui me dit, vas-y, t'as rien à perdre. J'y vais vraiment en marchant, en reculant. En me disant, mais c'est pas du tout pour moi de faire ça. Pour quelle raison ? Voilà, a priori, faire 5 ans d'études pour vendre des copieurs, enfin c'était un peu low cost, quoi. Et puis j'arrive dans une succursale régionale, quoi. Il y avait, c'était à Ivry-sur-Seine, je me rappelle, faire cet entretien, qui était un entretien de groupe. Et les entretiens de groupe dans le commerce, moi je trouve ça hyper excitant. Parce que tu te retrouves avec 15 personnes et en fait, t'as juste envie d'être la meilleure et tout. Et c'est un exercice que moi, j'aimais bien et dans lequel je m'en sors assez bien. Donc, je passe cet entretien de groupe, je passe le step d'après, etc. On était 2-3. Et puis, je rencontre des managers de vente, la directrice et tout dans la même journée. Et en vrai, je flash sur les gens. Je me dis, ils ont l'air trop sympas, équipe hyper jeune, ils me vendent bien le truc. Et je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas. Alors c'était quand même assez osé parce que à l'époque, quand on sortait d'école, on était sur des niveaux de salaire fixes, entre 35 et 40 peut-être. Voilà. Et là, quand même, le job, c'était de vendre des photocopieurs et des solutions d'impression numérique à des PME dans des départements avec un fixe au SMIC. Donc le pari, c'était quand même, si tu n'y arrives pas... au bout de 3 mois, t'es plus là. Ouais. Ton fixe, moins tes tickets resto, bon, en gros, il te reste 800 € net pour vivre à Paris. Ça va être quand même un peu compliqué. Et puis, finalement, je me suis dit, allez, tu sais quoi, en fait, j'y vais. Au pire, je suis nulle. Je saurais que c'est pas pour moi. Et puis, si je suis bonne, finalement, je gagnerai bien ma vie. Et voilà. Donc, je suis rentrée. C'était génial. Ma première expérience de vente hyper structurante chez Konica. Il faut savoir que dans ces boîtes-là, qui sont quand même l'équivalent Xerox, on nous fait rentrer en stage intensif. Donc déjà, on débarque, on a 1 mois de formation complet sur les produits, les ventes, les techniques de vente, etc. Et tu vends pas pendant ce mois-là ? Tu vends pas pendant ce mois-là. Et puis une fois que tu as passé ça, t'arrives dans une équipe de 6. Les 6, ils ont tous ton âge, ils sont tous au taquet. Et t'es hyper drivé. T'as des KPI toutes les semaines, tous les lundis matins, on te demande ce que t'as fait, qui t'a vu, etc. On te dit, toi, ta maison, c'est le 94, tu te démerdes, mais il faut que tu signes 5 ou 6 contrats par mois. Il me semble que c'était ça, les chiffres à l'époque. Et à l'époque, LinkedIn, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Donc, en fait, il y avait encore un Minitel dans le bureau. Et voilà, t'as un CRM qui est accessible qu'au bureau, et puis
t'y vas quoi. Donc t'y vas, tu fais de la prospe, il y a des commandos téléphoniques, t'avais même des commandos terrain, on allait sur le terrain, taper aux portes des boîtes, salut, bonjour, voilà, on prenait des notes. Enfin, c'était en fait assez dur et en même temps, on s'éclatait quand même pas mal parce que il y avait vachement de solidarité en fait dans l'équipe et surtout c'était hyper formateur. Donc les managers étaient jeunes, ils avaient 27-28 ans à l'époque. Moi, ils me paraissaient vieux, mais en vrai, avec du recul, je me dis qu'ils étaient quand même jeunes. Mais ils avaient été hyper bien formés, donc ils nous formaient bien au closing, à la détection de besoins. C'est là où j'étais formée vraiment au spin selling, qui est quand même une méthode de vente qui me sert toujours et qui sert toujours. Enfin, on pourra en parler un peu plus tard si tu veux. Et bon, il se trouve que j'ai quand même cartonné sur ce job, donc je l'ai fait pendant 2 ans et demi quand même. Et j'avoue qu'au début, j'avais du mal à l'assumer parce que quand on me demandait ce que je faisais, les gens ils me regardaient un peu avec un regard de pitié, quoi. Déjà, j'étais commerciale, ce qui n'était pas forcément la voie royale. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'en plus, je vendais des copieurs et c'était un peu la loose, quoi. Et j'ai même eu des remarques. Quoi? Mais tu fais ça? Mais t'as fait 5 ans d'études pour faire ça? Mais pourquoi? Je dis, ouais, mais en même temps... c'est quand même un peu l'éclate. Enfin, je suis en mobilité tout le temps. Je découvre plein de métiers différents parce qu'à l'époque, mes clients, ça pouvait être des notaires, des avocats. J'avais le marché de Rungis, donc j'avais des clients qui étaient qui vendaient du foie gras, des fruits et légumes. Enfin, j'avais des clients de tout type, quoi. Et c'était assez marrant. Et surtout, je le pensais pas, mais je gagnais vraiment bien ma vie. La deuxième année, j'étais quasiment à 23 ans ou 24 ans à 80 000 euros, 90 000 euros par an. De salaire et c'était fou quoi, c'était fou de gagner ça à cet âge-là. Et voilà, donc je suis restée un petit peu, j'ai évolué dans la structure, on a vécu une fusion avec une autre entreprise qui s'appelle Minolta et puis je suis devenue grand compte sur les marchés publics. Donc là ça a complètement changé, j'ai commencé à gérer des boîtes comme l'UNESCO, ministère de la Santé, des conseils régionaux et là ça m'a appris vraiment à travailler sur des marchés publics, c'est des ventes de long terme, c'est du lobbying, c'est vachement d'avant-vente, c'est du temps passé avec des acheteurs publics pour préparer des cahiers des charges et finalement s'assurer une forme de chance de remporter l'histoire, surtout quand on n'est pas les moins chers. J'étais un peu la plus jeune aussi du service. Et là, c'est pareil, j'ai passé 2 ans. Et là, on passe 1 an à bosser pour des gains au bout de 12 mois, quoi. Mais on n'est plus sur les mêmes montants. Est-ce qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, tu te libères un petit peu de cette image de commercial de copieur parce que tu adresses des marchés publics et du grand compte? Je m'en étais libérée avant parce qu'en fait, ce métier, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui étaient très dans le volume. C'est-à-dire c'était des prospecteurs de malades. Ils faisaient des quinzaines de rendez-vous par semaine. Et ils faisaient des contrats avec des petites marges, mais ils faisaient leurs chiffres. Moi, j'ai jamais été trop comme ça. Moi, j'ai plutôt été toujours dans la recherche un petit peu de la nouveauté. Et donc, moi, j'étais plus celle qui faisait moins de rendez-vous, mais j'analysais quand même pas mal mes clients parce qu'on faisait des montages financiers, etc. Enfin, il pouvait y avoir de la complexité. Et pour vendre, finalement, moi, je préférais faire moins de contrats, mais je vendais assez cher. Donc, je m'étais affranchie de ça. Depuis que je gagnais hyper bien ma vie, je me disais, attends, toi, tu fais peut-être du marketing chez L'Oréal ou chez Dior, mais bon, moi, en fait, mon boulot, il m'intéresse, et puis en plus, je gagne quand même vraiment bien ma vie. Et c'était limite une technique pour garder les gens, parce que c'est quand même des modèles où il y a 350 commerciaux sur le territoire, il y en a 30 qui vont hyper bien gagner leur vie, c'est les 30 meilleurs. Une bonne masse qui va gagner un salaire correct et qui va quand même générer du chiffre. Et puis ceux qui sont pas au chiffre, finalement, ils rapportent un peu, mais ils gagnent pas tant que ça. Donc c'est un modèle qui est quand même basé sur plus tu réussis, plus tu gagnes, plus t'as envie de gagner. Enfin, voilà. Donc c'est aussi un modèle duquel j'ai voulu sortir. Parce que après 4 ans et demi d'expérience, qui m'ont hyper formée, je me suis dit, attends, là, j'ai 27 ans, je suis un peu dans une cage dorée, je gagne 100 000 balles par an. En fait, je suis un peu dans la merde parce que où est-ce que je peux gagner ça à 27 ans? Enfin, c'était quand même en 2008, quoi. Donc, je veux dire, à l'époque, c'était quand même beaucoup pour mon âge. Et je me suis dit, en fait, je voulais pas finir ma vie dans la même boîte. Et du coup... j'ai quitté la boîte, j'ai démissionné. À l'époque, j'avais été recrutée pour rentrer dans une boîte de conseil en finance de marché qui souhaitait développer
une filiale pour vendre du logiciel. Et j'étais la première sales, sauf que c'était en 2008 et que c'est tombé l'année des subprimes. Donc en fait, j'ai effectivement posé ma dème. Je me rappelle que quand j'ai posé ma dème, le PDG, il m'a appelé, il m'a dit oui, qu'est-ce que tu veux comme compte pour rester et tout ça. Je dis non, mais je pars dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et tout. Bon, sauf qu'en fait, le premier jour où je suis arrivée, ils m'ont dit en fait, on n'ouvre pas la filiale, donc voilà. Mais c'était un mal pour un bien parce que au final, c'est ce qui m'a permis d'être recrutée chez Valtech 1 mois plus tard. Donc, Valtech, boîte du digital, boîte de la tech. Et là, j'ai découvert un nouveau monde, le monde des technologies. Valtech, à l'époque, c'était une boîte qui faisait du code Java, .NET, de l'agilité. C'était les premiers sur le marché français à faire ça. Il y avait peut-être 2 boîtes qui parlaient d'agilité en 2008. C'était une boîte reconnue pour son expertise. Et je me rappelle, je suis arrivée... dans cette boîte, j'ai rencontré Henri, que tu connais, qui m'a recruté. Je me suis dit, oh là là, le mec, il envoie. On l'embrasse très fort. On espère qu'il va nous écouter. Je me dis, le mec, il envoie et tout. C'était une discussion vachement chill. Je me suis dit, ouais, il m'a fait rencontrer toute l'équipe. Je me suis dit, j'ai trop envie de rentrer dans cette boîte. C'était un autre univers. Et là, pendant 1 an, j'ai quand même rien capté à ce qui se passait. C'est-à-dire que je faisais des rendez-vous avec des boîtes et il me parlait d'architecture technique. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'entendais le mot Java. Je rencontrais des mecs de l'IT chez Crédit Agricole et tout, EDF et tout. Et en fait, notre métier, c'était quand même de soit placer des prestations, donc des boîtes qui avaient besoin de développeurs. Et à l'époque, la rareté de ces profils n'était pas quand même aussi intense qu'aujourd'hui. Et puis, c'était aussi de vendre des missions d'agilité, donc des forfaits pour transformer des organisations IT en agile. Ça paraît un peu mainstream maintenant, mais en vrai, à l'époque, c'était quand même ultra nouveau. Et c'est vrai que la première année, j'ai rien compris. Je me rappelle, j'avais fait un fichier Excel avec tous les mots que je comprenais pas en sortie de rendez-vous. Mais on avait de la chance, on était entouré de mecs super bons. Et c'est vrai que notre job, c'était vraiment d'ouvrir les portes. Et puis, au bout d'1 an, on commence à se sentir plus à l'aise et on se surprend à parler d'usine logicielle, d'intégration continue, de tests. Et puis, c'était quand même le début de ce nouveau monde, Valtech. Je me rappelle qu'en 2010, on nous demandait les premières apps mobiles en développement. Enfin, c'était ça, innover à ce moment-là. Et on a fait partie de ça quand même. Et donc, j'ai passé 4 ans et demi chez Valtech sur des fonctions de compte management. Mes 2 dernières années, elles ont été dédiées à LVMH. Qui était un de nos plus gros clients et j'ai adoré Valtech, on était une super équipe, c'était génial, j'étais recrutée, c'est génial, c'est une famille, voilà, on se voit encore et puis c'est une boîte qui est devenue juste incroyable depuis qu'on l'a quittée. C'était un modèle commercial qui était quand même bien huilé parce que c'était cadré en fait, on savait où on en était de nos chiffres, on avait une certaine liberté. Henri il savait mettre le boost. Voilà, c'était le manager commercial, le vrai, quoi. Ouais. Et puis, au bout de 4 ans et demi, pareil, je me suis dit, oh là là, faire du commerce tout le temps, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Je rêvais d'être consultante. J'ai été recrutée dans une boîte qui faisait du conseil en stratégie d'achat. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être que mon expérience de 16 grands groupes, ça va être intéressant et tout. Et puis, je suis rentrée dans cette boîte. Et le premier mois, je me suis retrouvée dans une mission à Pau, dans une filiale de Total. Et la mission, c'était de décrire la politique achat. Et vraiment, j'ai déprimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? J'étais vraiment dans un truc qui était vraiment pas mon truc, quoi. Et c'est quoi les écarts que tu identifies entre ce qui te fait kiffer dans le métier de commercial et ce qui t'a moins fait kiffer dans le boulot de consultante et dans ce contexte-là en particulier? Dans ce contexte-là, c'est que c'était une petite structure de 25 personnes et que finalement, c'était un peu le patron qui portait le business et que du coup, tu te retrouves à opérer. J'arrivais pas à exprimer mes compétences business et en fait, ça me manquait. J'ai été quand même nourrie aux variables pendant 10 ans et en fait, j'avais qu'un fixe. Enfin voilà, et puis j'aimais pas produire, enfin c'était pas mon truc, quoi. Je le remarque, les profils vraiment commerciaux, ils ont besoin de ce côté méritocratie en fait. Si j'ai fait mon boulot, je suis payée. Si j'ai fait du très bon boulot, je veux être très très bien payée. Ouais, puis là j'arrivais même pas à savoir si ce que je faisais c'était bien. Ouais. Enfin j'ai eu l'impression d'être en train de devoir rendre un devoir à Subdeco, quoi. Puis au bout de 3 mois, du coup, j'ai réfléchi et tout et j'ai été les voir, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais pas prolonger ma période d'essai. C'était en 2015. Et là, c'est vrai que c'était un peu le grand saut dans le vide parce que, j'avais rien derrière, quoi. Donc, mes parents, évidemment, ils ont flippé, et tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, c'est bon, pas mariée, j'ai pas de gosse et tout. C'est le moment de prendre le temps.
Et puis il se trouve que c'était quand même aussi 2015 le début de cet écosystème qu'on connaît bien de start-up en Île-de-France. Je dis en Île-de-France parce qu'à l'époque, c'était quand même très, très, très que à Paris. Et j'avais des potes, les premières promos là qui sortaient de l'Epitech, toutes ces écoles-là, qui montaient leur boîte et tout ça, et qui spontanément me disaient « Mais putain, je galère à vendre et tout, viens m'aider ». Et puis du coup, vu que j'avais le temps, au début, je suis allée les aider un peu gratos, quoi. Je me faisais un peu kiffer, je comprenais leurs problématiques, je réappliquais un peu ce que j'avais appris. Puis finalement, je me suis dit « Pourquoi pas me lancer et vendre ça, quoi ». Et du coup, je me suis mise en freelance. C'était un passage de ma vie génial. J'ai adoré cette période-là. Ça a duré 2 ans. Freelance. Et mon job, c'était d'accompagner des startups sur toute problématique commerciale. Donc, c'est un peu ce que tu fais, Audrey, aujourd'hui. Grave. Voilà. Mais ce sont des moments de vie aussi, je pense. Voilà, moments de vie. J'étais libre. J'avais pas de contraintes financières graves et tout. Et donc, j'ai monté cette activité en freelance en me disant, en fait, ils sont à poil dans les startups. Personne ne sait vendre. Alors là, ça fait rire parce que dans le SaaS, ça s'est hyper structuré. Ça y est, maintenant, il y a HubSpot qui est devenu quasiment un truc aussi fort que Salesforce dans les startups et tout. Mais il y a du lead gen marketing. Enfin, je veux dire, en 10 ans, on se rend même pas compte de ce qui s'est passé en moins de 10 ans. Enfin, je veux dire, en 2015, il y avait rien. Il n'y avait pas de plugin LinkedIn pour aller chercher des 06. Il n'y avait pas de lead gen sur HubSpot. Il n'y avait pas de scoring de lead. Enfin, ça n'existait pas. Et les boîtes étaient à poil. Elles étaient montées soit par des mecs techniques qui kiffaient tellement leurs produits que voilà, soit par des gens qui faisaient que du market. Et le market, ça vend pas. Enfin, en tout cas, le market d'il y a 10 ans, ça vend pas. Le market business revenue d'aujourd'hui, c'est un peu différent, mais le market d'il y a 10 ans, ça vend pas. Et du coup, j'ai fait ça 2 ans. Et j'étais hyper étonnée au début parce que dès que j'envoyais un mail pour dire voilà, j'accompagne les boîtes pour faire ça aux incubateurs de la place, ils n'étaient pas non plus ultra nombreux, on me répondait direct. Et alors qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont sursollicités. Voilà, donc on me répondait. Chaque fois que j'envoyais un mail, on me répondait direct. J'avais un taux de conversion de ma boule, quoi. Je me disais, c'est incroyable et tout. Et donc, assez vite, je me suis retrouvée sur un rythme de croisière avec un bon chiffre d'affaires, quoi. Je faisais peut-être 10 000 euros par mois de chiffre et c'était cool. Avec quand même ce côté que tu dois connaître aussi, ce côté de t'es quand même sur de la mission courte. T'es quand même dans l'incertitude, faut que tu trouves 4-5 clients quasiment tous les mois. Mais bon, franchement, en vrai, c'était hyper excitant. J'ai bossé j'ai bossé sur des super projets. Il y a même des boîtes que je vois aujourd'hui encore en place, qui sont devenues grosses et tout. Et vraiment, c'était génial. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui aime la sécurité. Et il se trouve que c'était 2 ans plus tard, c'était aussi un moment perso différent. Un moment perso dans lequel j'allais me marier. J'avais quand même 36 ans. Il y avait la question des enfants et tout. Et puis, je commençais à me dire, ouais, peut-être que me salarier, c'est peut-être plus prudent parce que c'est quand même des activités, quand t'accompagnes des boîtes, tu le sais, mais il faut que tu sois là, quoi. Enfin, je veux dire... et c'est vrai que je me suis dit enceinte et tout, si ça m'arrête. Alors je sais que il y a plein de nanas là qui vont sauter au plafond en disant mais on peut très bien être entrepreneuse avec des enfants. Enfin là c'était il y a quand même 7-8 ans. Il y avait moins de témoignages et puis en même temps on va pas non plus se voiler la face. Quand t'es enceinte, il suffit que t'aies un problème, tu dois t'arrêter de bosser 6 mois, t'as quand même pas de thunes qui rentrent. Et moi en fait c'est un problème pour moi. Donc ce risque je voulais pas le prendre. Et finalement, j'ai été chassée pour un job complètement improbable dans mon parcours. J'ai été chassée pour un job de responsable innovation startup chez TF1. Et c'était hyper improbable. À la fois parce que jamais de ma vie, j'ai imaginé bosser dans un média. Encore moins dans un groupe comme ça. Enfin, pour moi, TF1, c'était un peu une Madeleine de Proust, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la chaîne qui a accompagné mon enfance et tout. Là, c'est la minute boomeuse. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est le Club Dorothée. Hein, donc effectivement, j'ai passé ces entretiens chez TF1 et ils cherchaient quelqu'un pour développer ce qui est un peu mainstream aujourd'hui, mais les relations start-up, accélérateurs, innovation et tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur le marché, il n'y avait pas tellement de gens qui évoluaient dans cet écosystème sur le marché. Aujourd'hui, il y a des milliers de stagiaires chaque mois qui sortent des différents incubateurs et tout, mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Et donc, en fait, je suis rentrée chez TF1. Et je me suis dit, allez, alors là, c'était rien à voir, j'allais plus faire de business, c'était que de l'interne. Franchement, j'y ai passé 4 ans et demi. J'ai fait mes 2 enfants. Voilà. Et j'ai quand même adoré ce que j'ai fait chez TF1 parce que
C'était pas du conseil et tout, c'était vraiment de l'opérationnel. Il a fallu aller convaincre les gens, leur expliquer ce que c'était des startups. C'est énorme parce qu'au début, les gens ils me disaient ils m'appelaient comme ça, ils me disaient il paraît que t'es Madame Startup et tout. Genre c'est la nana qui connaît les startups. Et donc je me suis retrouvée je sais pas, à faire tout et n'importe quoi. J'ai bossé sur le parcours acculturation des salariés, on m'a demandé de coacher le DRH sur son Twitter, on me demandait d'expliquer ce que c'était une start-up. C'était vraiment c'était assez drôle en fait, et en même temps j'ai aussi découvert un univers génial, c'est l'univers des médias, rempli de problématiques tech, c'est un vrai business, il y a des vrais enjeux de transformation de business model, des vrais enjeux de transfo d'orga, et ça c'est passionnant parce que c'est vrai que l'innovation, c'est quand même un levier pour ces boîtes-là pour travailler différemment et faire face aux concurrences qui viennent arriver. Je veux dire, TF1, quand j'y suis rentrée, c'est comme une boîte qui a attaqué à la fois sur son modèle avec des acteurs comme Netflix et à la fois sur ses revenus avec des Google, des Facebook, qui il y a 15 ans, finalement, n'existaient quasiment pas pour la boîte, et qui en plus deviennent concurrents dans des règles réglementaires qui sont totalement différentes et injustes. TF1, ils perdent 1 euro de chiffre d'affaires ou de marge, leur action dégringole en bourse, pendant que Netflix a le droit d'être non rentable pendant des années. Donc c'est vrai que bosser à l'innovation, à ce moment-là, c'était vachement bien, c'était rattaché quasiment au DG, c'était nouveau, et donc finalement mes compétences commerciales, elles ont plutôt servi à packager des propositions de valeur et à faire en sorte que les gens en interne s'y intéressent et s'en emparent. Et c'est comme ça qu'on a réussi à vendre le projet du Media Lab à Station F, que j'ai proposé à ce moment-là, en disant il faut qu'on soit dans la place, c'est la vitrine aussi de l'entreprise, c'est un moyen pour les startups AdTech, d'être là. Et finalement, j'avais un rôle un peu d'avocate de ces startups, puisque moi, mon rôle, ça a été de les trouver, d'imaginer qu'est-ce qu'elles pourraient vendre à TF1, parce que moi, mon discours, ça a toujours été, les gars, une startup, c'est pas là pour pitcher et vous faire rêver. Une startup, si elle vient dans un accélérateur comme le nôtre, c'est pas parce qu'on va l'accélérer dans sa stratégie. Elle, ce qu'elle attend, c'est un contrat. Et donc, en fait, finalement, mes compétences de sales, elles étaient un peu là aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mis le curseur là-dessus. Le curseur sur il est interdit de faire perdre du temps aux boîtes. Si on n'a pas une intention de signer un contrat, ça sert à rien. Et c'est vrai que j'avais un peu ce rôle aussi côté start-up en leur disant vous laissez pas faire, vous laissez pas embarquer si ça vous déroute de votre stratégie business, vous avez pas que ça à faire en fait. Et ça faut nous le dire. Et j'avais toujours eu ce positionnement là. Donc voilà, donc j'ai fait 4 ans et demi chez TF1. Voilà, c'était une belle aventure, un beau secteur, une magnifique entreprise où j'ai rencontré des gens franchement bons. Bon après il y a des dérives liés au fait que t'es quand même dans un grand groupe d'images et où t'as des plateformes verts et où, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre dans cette boîte en termes de carrière? Et je me voyais pas du tout faire autre chose. Je me voyais pas être commercial de pub, je me voyais pas, je me disais, ça y est, mon temps est passé. Et puis, j'ai rencontré Dynergy. Ils sont venus me prospecter. On est toujours dans une histoire de vente. Ils ont pris rendez-vous à l'époque avec ma boss de l'époque qui n'avait pas pu honorer ce rendez-vous et c'est moi qui suis tombée sur eux. Ça venait d'une initiative d'une jeune consultante qui avait fait son stage chez TF1 et son rêve, c'était de faire une mission pour TF1. Et donc, elle avait été voir le DG en lui disant « Mon rêve, c'est de faire une mission pour TF1 ». Et puis, ils sont allés voir Eve. Eve, c'est notre super colleuse professionnelle. Elle est incroyable. Elle lui a dit « faut que tu prennes un rendez-vous chez TF1 ». Et elle avait pris rendez-vous chez TF1. Et donc, c'est tombé sur moi. Et j'ai rencontré Dynergy comme ça, avec une position sur l'innovation, qui était du coup mon métier de ce moment-là, qui était vachement intéressante, puisque la position, c'était de dire, nous, ce qu'on fait, c'est du conseil en innovation, mais on veut des projets qui ont vraiment un ROI pour les boîtes. Et donc, l'idée, c'est pas de faire de l'innovation bullshit, donc on teste vraiment des business sur le marché et tout ça. Et j'avais bien aimé ce positionnement, en me disant, c'est vrai que... Parce que à l'époque, il y avait quand même pas mal d'acteurs sur le marché de l'innovation qu'on connaît bien, mais on va pas se mentir, moi, j'en ai fait bosser des boîtes de conseil quand j'étais chez TF1, c'était quand même un peu bullshit. Très jeune dans l'expérience, pas beaucoup de vision business, peu de valeur ajoutée. Franchement, j'avais été quand même assez déçue et je m'étais dit, oh là là, si j'avais le budget, j'aimerais bien les faire bosser. Mais je me posais des questions aussi sur TF1, partir et tout ça. Et du coup, juste après qu'ils soient partis de ce rendez-vous, j'ai envoyé un mail au DG
Parce que j'avais vu une annonce sur leur site qui disait ouais, on cherche quelqu'un pour développer Paris et tout. Je me suis dit en fait j'ai quand même un peu le bon profil quoi. Je sais faire du bizdev, j'ai été à mon compte donc je sais faire des missions, j'ai une vraie expérience dans l'innovation. Enfin bon c'est vrai que donc je lui dis voilà est-ce que vous cherchez encore quelqu'un parce que je suis peut-être la bonne personne pour le faire. J'envoie tout le titre. Il me répond direct. Gabriel, il vient, on déjeune et tout, et puis il me dit voilà, on est à Lyon depuis toujours, blabla. C'est une PME. On n'est pas du tout dans un modèle start-up. On est dans une PME avec des fondateurs qui ont plutôt une vocation de transmettre à leurs salariés l'entreprise, pas dans une logique de scale-up non plus. Donc on est dans un environnement assez différent de ce qu'on connaît à Paris. Société de conseil assez humaine, etc. À l'époque, il y avait 70 personnes, et je me dis bon, en fait, feu. Quel risque je prends? Ça cochait un peu toutes les cases en fait. Je suis sécurisée sur le salaire, je reprends du business parce que j'en avais plus depuis 4 ans et bah voilà, ça me manque un petit peu. Et puis c'est entrepreneurial. C'est entrepreneurial, donc c'était un peu monter ma boîte, mais sans le risque quoi. C'était un peu cadeau. Du coup voilà, je suis rentrée chez Dynergy en janvier 2020. Quel bon move. Alors raconte-nous qu'est-ce que tu fais chez Dynergy quand t'arrives? Alors, quand j'arrive, déjà, je me trouve un petit bureau, parce qu'il n'était pas question de rester chez moi. Parce qu'on est d'accord, en fait. Enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que tu dois développer l'antenne parisienne. Il y a personne, en fait. Il y a pas d'effectif. Il y a rien. Il y a rien. Peut-être 1 ou 2 clients. Ouais. Alors, il faut savoir que Dynergy, juste pour resituer, c'est un cabinet de conseil en innovation, tu l'as bien dit, qui agit sur 2 leviers. Et donc, on a 2 activités assez distinctes, mais toutefois complémentaires, qui ont 2 cibles de clients très différentes. Une activité où on accompagne des acteurs d'innovation, des startups, des PME, des UTI à trouver des financements qui vont leur permettre de développer leurs projets, donc financement non dilutif, principalement public et bancaire. Et puis une activité de conseil pur qui s'adresse aux groupes, où là on va accompagner des groupes à imaginer, faire émerger des business, les tester sur le marché, et puis à acculturer les équipes pour créer les conditions propices à l'innovation. Donc ça c'est notre métier. Qui est complexe parce que du coup, en fait, quand tu dois lancer une activité sur Paris, en fait, t'as 2 cibles. T'es pas là en train de te dire, faut que je vende qu'à des grands groupes, en fait. Tu vends une offre à des grands groupes, une offre à des startups. Et donc, c'est pas du tout sur les 2 les mêmes modèles économiques en plus parce que sinon, ce serait trop simple. Donc, je commence janvier 2020. Je me trouve un bureau, petit cowork dans le 8e, machin. Bon, au début, ça m'a fait un peu bizarre, hein, parce que chez TF1, on a une cantine, j'allais manger avec des gens tous les midis et tout. Donc là, j'ai quand même appelé des copines qui étaient freelance et tout, qui venaient un peu bosser avec moi, parce que sinon, c'était trop triste. Et puis, il se trouve que pendant mon cycle de recrutement, en fait, je les ai testés Dynergy, et je les ai recommandés à des pairs à moi dans d'autres boîtes. Et à l'époque, je les avais recommandés à 3 boîtes. C'était Atalian, Radio France et Bouygues Télécom. Et en fait, ils ont signé les 3 deals. Je me suis dit, ah, quand même. Enfin, finalement, c'était intéressant parce que je les ai testés en même temps qu'ils m'ont testé. Et donc, j'ai démarré, finalement, il y avait quand même ces 3 deals qui étaient rentrés. Puis, on commence à développer. Donc là, j'utilise évidemment énormément le réseau que je m'étais créé par mon job chez TF1. Et puis, le 16 mars 2020. Confinement. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est chaud. C'est chaud. Bon, j'avais quand même 2 enfants à la maison, 18 mois et 3 ans. Là, je me suis dit, merde, ils vont m'arrêter, c'est sûr. Bon, ils l'ont pas fait. Ils ont pas arrêté ma période d'essai. Ça en dit beaucoup, je trouve, hein, sur ouais. Ils m'ont même appelé le lendemain. D'une boîte. Ils m'ont même appelé le lendemain pour me dire, t'inquiète, ça remet rien en question. Et en plus, bah, j'ai dû passer à mi-temps. Enfin, je veux dire, on avait les enfants temps plein à la maison et tout. Et puis donc, il y a eu toute cette phase un peu compliquée quand même, qui a duré quasiment de mars à septembre. Ok, donc de mars à septembre, tu essaies quand même de faire des choses et tu es toute seule. Ouais, je fais des calls, je m'adapte comme tout le monde. On avait prévu un recrutement qu'on a un peu décalé pour pas mettre aussi les personnes en risque, parce que plus ça avançait cette histoire, plus c'était incertain. On vend quand même du conseil. Vendre du conseil, c'est vendre de l'humain. Donc en fait, c'est des charges financières. Donc quand on vend du conseil, c'est pas comme quand on vend du SaaS, on n'a pas de logique de scalabilité. Quand on a un consultant qui coûte X par mois, en fait, il faut qu'on couvre nous. Et c'est vrai que quand on a un manque de visibilité business sur ces activités, c'est compliqué. D'ailleurs, on l'a vu dans des très grosses boîtes de conseil, ils ont mis beaucoup de gens en chômage technique, parce qu'en fait, tu peux plus facturer, puisque ce que tu factures, c'est du temps homme.
Ça nous a quand même pas empêché de bosser. On a quand même gagné des missions pendant cette période-là. Dans cette période-là, c'est quel type de mission que vous gagnez du coup ? En fait, est-ce que c'est lié au sujet ? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe à ce moment-là ? Non. Il y a des missions qui étaient en cours, qu'on continuait. Il y a des missions qui se sont vendues. Alors franchement, c'était à 3 ans, donc j'ai un peu oublié ce qu'on a fait, mais ce qu'on avait fait chez Bouygues Télécom continuait. Enfin, pour nous, ça a été quand même un tournant, le Covid, chez Dynergy, parce que nos équipes qui travaillent sur le conseil en financement, elles ont été très mobilisées. Elles ont été très mobilisées par leurs clients parce que à ce moment-là, il a fallu récupérer de l'argent assez vite pour les startups. Et c'est vrai que ça a boosté pas mal cette activité-là dans l'entreprise. Et on n'avait pas forcément prévu de la développer tout de suite à Paris. Et finalement, la première personne qui m'a rejoint de Lyon a été un consultant senior sur la partie financement de l'innovation pour aller chercher le marché des startups. Et c'est vrai que ça, c'était pas prévu quand j'avais été embauchée. Donc c'est un métier que j'ai découvert. Je ne connaissais pas du tout ce métier de recherche de financement. C'est un métier hyper intéressant, hyper passionnant. Dans nos équipes, on n'a que des ingénieurs, des docteurs, des gens qui ont fait de la recherche. Enfin, c'est tous franchement, c'est des grosses tronches. Et en fait, ça consiste vraiment à permettre à des startups à la fois d'optimiser leur fiscalité en argumentant ce pourquoi leur projet d'innovation et de le faire bien pour pas qu'ils soient contrôlés fiscalement et qu'ils soient en risque. Et donc, pendant toute cette période de Covid, il a fallu aller chercher les avances de trésor à l'État et c'est nous qui avons aidé nos clients à le faire. Et puis, le Covid, il a aussi fait émerger le plan de relance 2030. Et ça a ouvert des voies pour les startups et les gros groupes aussi, pour pouvoir travailler sur l'innovation de rupture, sur des sujets de souveraineté nationale, l'intelligence artificielle, le cloud, la transition environnementale, les alternatives au plastique, les mobilités nouvelles, la smart city. Enfin, en fait, le plan de relance, c'est une opportunité de fou et je pense que les gens, ils s'en rendent pas si compte, ceux qui sont pas dans les sujets, mais en fait, il y a des millions d'euros aujourd'hui disponibles de l'Europe et de l'État pour financer des projets qui peuvent changer le monde. Que ça veut dire que aujourd'hui le focus il est sur cette activité-là et c'est quoi le ratio entre l'activité de conseil pure en innovation et l'activité de recherche de financement ? Le focus n'est pas forcément sur cette activité-là, c'est notre activité historique, l'entreprise est née de cette activité, mais en tout cas ça a permis de la positionner sur un 360, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait accompagner l'ensemble de ces dispositifs. Aujourd'hui le conseil, c'est-à-dire business design, créer la bonne proposition de valeur sur un concept, tester une innovation sur un marché. Pour nous, ça arrive logiquement en complément assez naturel de ce qu'on fait à ce moment-là. Et en fait, on n'oppose pas les deux, c'est juste l'un et l'autre. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a 2/3 de notre chiffre d'affaires sur le financement de l'innovation et 1/3 sur le conseil en innovation. Tu as parlé d'ingénieurs sur la partie financement. Moi, j'aimerais bien comprendre quelles sont les compétences que vous recrutez pour faire ces deux métiers-là. Parce que conseil en innovation, en fait, c'est qui Est-ce que tu sors d'un master en innovation ? Enfin, tu sors d'où ? Et la partie financement, pour moi, c'est... Quand je l'entends, je me dis que c'est quelque chose de très administratif. Alors, c'est une bonne question. Les profils, ils sont assez hétérogènes. Donc, ce qu'on fait, c'est du conseil en innovation global. Il y en a qui font plus de financement, d'autres plus de stratégie d'innovation, on va dire. Sur les équipes de conseil en stratégie d'innovation, on a des profils assez hétérogènes, qui ont des profils, soit ils ont été entrepreneurs à un moment donné de leur parcours. On a Anne-Cécile, Raphaël, qui sont plutôt des seniors qui ont tous les deux monté des boîtes. Certains qui ont des historiques très techniques de dev, d'autres pas du tout. On a des profils de com, on a des profils d'ingénieurs, on a des profils, on a une chercheuse aussi dans cette équipe. Donc on a un designer. Donc en fait, c'est très hétérogène parce que l'innovation demande cette hétérogénéité de parcours. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est créer finalement un collectif de parcours complémentaires parce qu'on n'a pas besoin de 10 mecs qui font du design thinking, en fait. On a besoin d'une personne qui sait très bien faire du design thinking et qui va pouvoir accompagner les autres sur des moments de leur mission. Mais on a aussi besoin de gens qui savent entreprendre parce que innover dans un grand groupe, c'est aussi entreprendre un projet nouveau et incertain. Donc ça, c'est ces profils-là. Et puis sur la partie financement, c'est plutôt des profils d'ingénieurs parce qu'en fait, et de chercheurs parce que ce métier consiste à argumenter de la technologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut expliquer, par exemple sur un dossier du plan de relance où on va chercher, 1 million d'euros, il faut expliquer et démontrer en quoi
le projet qu'on est en train de créer est nouveau pour le monde et apporte quelque chose. Et donc, en fait, c'est des métiers quand même assez intéressants parce qu'ils demandent à la fois une très grande agilité pour comprendre des sujets techniques et très complexes, parce que parfois on travaille vraiment sur des sujets hyper complexes, hein, du béton bas carbone, des technos d'IA, de l'EdTech, du cloud, enfin de la data, enfin vraiment il y a tous ces sujets-là sont abordés, donc on a des ingénieurs un peu en tout, en robotique, en mécatronique, en IT, en biotech et tout ça, mais il faut que ça soit aussi des personnes qui savent rédiger de manière construite. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir aussi des profils comme des doctorants dans nos équipes. Alors, la compétence, du coup, ne porte pas tant sur les financements, parce que les financements, globalement, ils sont là, vous les maîtrisez. C'est plus la compétence de compréhension des usages permis par la techno, etc. Enfin, c'est de la compétence purement technique. Bah, c'est les deux. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de formation sur le financement de l'innovation. C'est des choses qui commencent à se développer. On est en train de monter un master avec une école à Lyon et on intervient dans des parcours deep tech, notamment aux mines de Paris. Mais en fait, c'est les deux. C'est à la fois comprendre ce qu'attendent des acteurs comme la BPI quand ils disent on va financer 30 millions de projets sur les nouvelles mobilités, qu'est-ce qu'ils attendent dans les cahiers des charges, et savoir conseiller en fait nos clients en leur disant cet appel à projet, ça vaut le coup que tu te positionnes, parce que c'est un risque, hein, c'est du temps, etc. Ça demande de parfois trouver plein de partenaires, etc. Donc c'est du conseil à la fois dans la capacité de maîtriser ces dispositifs, de maîtriser le risque, mais aussi de pouvoir opérer en fait ces missions. Voilà. Donc c'est un métier assez complet. Mais du coup, ce sont des profils qui font aussi pas mal de recherches, parce que à un moment, s'ils ne font que des dossiers de financement à l'innovation, ils se déconnectent de leur expertise principale. C'est des gens à qui vous allouez un certain temps pour faire ça ou Ah bah bien sûr. Ouais. En fait, quand ils sont sur un dossier, il faut qu'ils expliquent. Enfin, quand on doit expliquer pourquoi c'est une innovation, il faut regarder un état de l'art, faut regarder. Oui, mais du coup, ils sont plus proches du terrain, en fait, ces personnes-là. En fait, c'est des ingénieurs, donc eux, leur job, c'est de comprendre et de détecter si le sujet, c'est vraiment de l'innovation ou pas. Et en fait, c'est surtout des ingénieurs qui n'ont pas forcément eu envie d'être ingénieurs opérationnels dans ce sur quoi ils sont formés. Eux, ce qui les stimule, finalement, c'est de comprendre des choses nouvelles et de découvrir des choses nouvelles. Donc, en fait, c'est des équipes franchement hyper formidables. Et puis, on commence à vraiment les mélanger aussi entre ces équipes, ces compétences qui sont assez pluridisciplinaires, ce qui fait des équipes une boîte assez riche. Très bien. Et vous recrutez profil junior sur cette partie-là? Ah si, on a pas mal de juniors, parce que vu qu'il n'y a pas de formation officielle, notre formation, c'est de recruter en stage, d'essayer de garder au max nos stagiaires qu'on a formés. Et puis, d'ailleurs, c'est intéressant ta question, parce que Dynergy, c'est une boîte lyonnaise. Et il y a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Et pour qui c'était leur première entreprise il y a même 10 ans. Donc on recrute beaucoup de juniors, pas parce qu'on veut pas recruter de seniors, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de formation. C'est un métier qui est tellement particulier que vous avez besoin, vous, de créer en fait des compétences. Mais alors du coup, quelles sont les compétences que vous allez évaluer chez ces gens-là quand ils vont arriver en stage chez vous? Capacité de comprendre et de poser les bonnes questions, capacité à synthétiser, capacité à comprendre des choses complexes. On fait des use cases. Voilà. Et puis on va aussi évaluer la posture client, parce que c'est dans leur rôle de conseil, c'est eux qui gèrent la relation client et qui gèrent la confiance et qui gèrent aussi l'upsell. Donc moi par exemple, je donne des petites formations commerciales aux équipes. Ah d'accord, donc on y vient. Aujourd'hui vous êtes combien? Alors aujourd'hui on est à 120 sur 5 sites. Ouais. Et à Paris maintenant on est une petite quinzaine, entre 15 et 20. Parce que j'ai 3 recrutements en cours, fait 2 millions de chiffre d'affaires. Structure en tout fait 8 millions et quelques. Donc voilà, du coup ça veut dire qu'en 3 ans on a réussi à représenter un quart du chiffre. Et j'ai finalement une équipe qui travaille plutôt sur cet écosystème start-up ETI. Et puis j'ai une équipe qui travaille plutôt en conseil sur les grands groupes. Jusqu'à maintenant, j'étais principalement sur le business développement. Sur la partie start-up, on a un super sales qui vient du métier, qui était lui-même consultant avant. Donc lui, son ADN, c'est d'être sales plus que d'être consultant, mais voilà. Et donc, ce qui fait de lui un super sales, continue à vouloir grandir puisqu'on recrute 2 personnes en sales. Ah, ok, intéressant. Ouais. On recrute un account manager sur la partie conseil, parce que là, on essaye de se focus vraiment sur des verticales de marché sur lesquelles on a plus d'expérience, plus de compétences. Et on recrute aussi un
un commercial sur la partie financement. Mais alors, c'est vrai que c'est 2 modèles assez différents de vente. Et on n'a pas du tout les mêmes KPI à suivre d'un côté et de l'autre. Tu peux nous les partager ? Ouais, alors le modèle du financement, c'est un modèle partenarial pour nous. En fait, on ne fait pas de prospection directe. Ok. Voilà, on n'a pas de chasse. On commence à faire un peu tester des campagnes d'acquisition, mais en fait, 95% de nos leads, c'est de la reco. De la part de qui ? En fait, c'est de la reco, donc d'où le job qui est plus partenarial aussi que commerce. En fait, on se rapproche de fonds d'investissement, on se rapproche d'accélérateurs comme Paris & Co, comme l'accélérateur de l'X. On se rapproche finalement de ces lieux où se jouent finalement ces nouveaux projets d'innovation. Et on se positionne un peu comme des aidants. Donc en fait, nous, ce qu'on vend, c'est à la fois la complétude de notre offre et surtout la qualité de nos ressources, parce que quand on vend du conseil, je le répète, on vend des humains. Donc ce qu'on vend, c'est de l'intelligence, c'est pas un produit. Voilà, et donc du coup, on a pas mal de partenaires qui nous envoient régulièrement des leads. Et ces partenaires, voilà, ça peut être des fonds, des incubateurs, des DAF à temps partagé, pas mal, des experts comptables, des clients à nous qui nous recommandent à leurs potes. Enfin voilà. Et en fait, c'est vrai que le job de développement, il est plutôt dans le développement du réseau de partenaires et son animation pour générer ces leads que dans de la chasse pure directe, parce que c'est pas forcément le positionnement qu'on a envie d'avoir. Et puis, c'est un modèle économique qui est très au success fees. Vous vous rémunérez comment sur cette partie-là ? En fait, quand on vend, par exemple, un accompagnement sur du crédit impôt recherche, donc tous les entrepreneurs qui t'écoutent le savent parce qu'ils ont forcément accompagné là-dessus. C'est un marché hyper concurrentiel. On vend un pourcentage de ce qu'on fait gagner à nos clients, grosso modo, mais c'est des accompagnements qui durent 3 ans. Donc, c'est un peu un modèle SaaS, quoi. Attends, vous prenez sur ce que vous lui faites gagner, mais du coup, vous êtes payé quand ? Eh ben, c'est ça la complexité de notre modèle, c'est que quand on gagne, par exemple, un client en 2023 pour l'accompagner sur son crédit impôt recherche, en fait, on va pouvoir le facturer que l'année d'après. Donc, nous, on parle en N+1 ou N sur N. Et donc, mais après, le modèle économique, il est fait comme ça, ce qui fait qu'on sait qu'on a de l'argent qui va arriver, etc. Mais bon, voilà, mais c'est un modèle au success fees, et quand on accompagne nos clients sur d'autres dispositifs, donc les montages d'appels à projets, de la BPI, France Relance, du bancaire, etc. Là, on est sur du N sur N, donc on est facturé sur l'année en cours. Et là, on est sur des modèles mixtes, où on a un petit forfait fixe, mais quand même une bonne partie aussi au succès. Mais c'est des cycles de vente très courts. C'est-à-dire qu'en général... Ah ouais, très court. C'est-à-dire entre le moment où le lead arrive et où on fait une propale et où on nous dit oui, franchement, s'il se passe 1 mois, c'est le grand max. Côté conseil en innovation, ça se passe comment ? Alors, c'est plutôt proche d'un modèle classique de conseil, qui vit avec cette espèce de paradoxe, parce que dans les boîtes de conseil, la stratégie de vente, elle est pas hyper linéaire. Hein. Y a des boîtes de conseil où c'est que les associés qui vendent, il n'y a pas de sales. Il y a des boîtes de conseil qui ont des sales, et puis il y a des boîtes de conseil qui ont un peu les deux. Nous, on fait partie des 3e. Donc, nous, on a des sales. Donc, on a un account manager qui est là depuis très longtemps et qui est plutôt sur un positionnement industriel. Il travaille avec Eve, justement, qui est vraiment une génie du téléphone. Et voilà, c'est la nana. Tu vous prends les rendez-vous télé. Tu lui dis, il me faut le head of innovation de telle boîte. Enfin. Tu devrais pas dire ça sur un podcast, ils vont la démarcher. Non, mais elle ne nous quittera jamais. Eve, si tu m'écoutes. Mais en tout cas, elle est vraiment douée, et je trouve que d'ailleurs les gens ils se rendent pas compte de ce qu'elle fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de rendez-vous qu'elle prend où en fait le deal il se signe genre 2 ans après. Parce que en fait la vente dans ces groupes-là, surtout sur des sujets d'innovation où on n'est pas en train de vendre de l'intégration SAP ou Salesforce, en fait entre le premier contact qu'on a avec un gars, le gars d'après qu'on va voir, voilà, des fois il se passe 11-12 mois. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, les équipes de conseil, ils s'en rendent pas compte de ça. Parce qu'eux, ils voient le truc arriver, limite, au moment où il faut faire une propale ou au moment où on gagne la mission. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'avant, y a une Ève qui a peut-être appelé 15 mecs avant pour avoir le bon gars. Et donc, voilà. Et donc, ce compte, il travaille beaucoup avec Ève et ils mettent en place des stratégies sur des comptes clés pour nous. Ça, c'est un premier sujet. Et puis après, effectivement, on a aussi une partie de notre activité où on a un peu de régie. D'accord. Ce qui nous donne un petit matelas plus confortable, où là, c'est plutôt des clients qui ont besoin de gens chez eux.
de gens en innovation chez eux, opérationnels, et puis le reste du modèle, c'est plutôt des missions au forfait. On va vendre un accompagnement sur 6 mois. Et là, les ventes, elles peuvent être portées soit par les associés, genre moi, ou moi, je vais plutôt travailler en réseau. Et de temps en temps, quand j'ai vraiment quelqu'un en vue, j'appelle Eve et je lui dis « Ouais, Eve, est-ce qu'on peut travailler tel secteur ?» Et donc, on se met un plan d'action sur le secteur et on y va comme ça. Et là, effectivement, on cherche à renforcer l'équipe en allant chercher, en recrutant un account manager pour aller un peu plus loin sur des comptes dans lesquels on est déjà, mais où on pourrait être plus. Je trouve ça super intéressant ce que tu es en train de nous dire, et je trouve que c'est aussi une des limites en fait quand tu travailles dans le monde du conseil, c'est que alors certes vous avez 2 activités principales, conseil en innovation et recherche de financement, mais sur la partie vraiment conseil, à quel moment tu dis ça on fait et ça on fait pas en fait? Parce que c'est l'Eldorado, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. Alors c'est la question de débat de toute l'entreprise. En fait, nous, d'ailleurs, on vient de rebrander toute notre marque et tout, et donc c'est forcément des questions qui se sont posées, c'est quoi nos offres et tout ça. On sait ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est, par exemple, on va pas vendre des programmes start-up trucs comme d'autres. Ça, on fait pas. Voilà. Start-up trucs. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt, on nous donne une idée, on nous donne une techno, et nous, le métier qu'on a envie de faire, en tout cas que les équipes ont envie de faire, et je pense qu'il y a de l'utilité, c'est de dire, est-ce que cette idée, elle a un intérêt pour quelqu'un, en usage ou en marché? Donc, on va se retrouver avec des gros acteurs qui ont des gros labos de R&D, qui vont nous dire, on a développé cette techno, voilà, c'est quoi l'usage, en fait? À quoi ça peut servir? Et quel pourrait être le marché? Et donc, on a développé des méthodes qui permettent finalement, à la fois de travailler autour de cette idée ou de cette techno en se disant, ça serait quoi le marché sur lequel cette techno pourrait avoir le plus d'impact? Ça, c'est la première étape, je dirais. Et une fois qu'on l'a défini, alors on fait des recherches, on va faire des interviews, il y a des méthodos. On va aussi utiliser ce qu'on appelle le Lean Startup pour aller tester en fait la pertinence d'un concept sur un marché. Et donc au lieu de se dire on va dépenser 500 000 € à développer un truc, comme on peut le voir dans plein de grands groupes, parce qu'il y a plein de grands groupes qui font ça, de se dire idée géniale de je sais pas qui, on va aller chercher la techno, le machin, et on dépense 400 000 €, voire 500 000 à faire du dev pour un truc qui ne marche pas quand ils le lancent. Nous, on va plutôt travailler sur l'amont de ça. On va dire, nous, on va imaginer que ce concept existe, on va faire comme s'il existait, on va faire semblant de le vendre en B2B ou en B2C sur un petit échantillon cible. Donc, on va définir les bons personas, etc. Et on va donner à nos clients des indicateurs de traction potentiels pour positionner sa techno ou son idée sur un marché. Donc ça, c'est ce qu'on fait en fait le plus à 80% dans nos missions de conseil. Et évidemment, quand on est là-dessus, ça nous amène à devoir travailler après sur d'autres briques, mais qui sont quand même importantes pour qu'on puisse faire le reste. La brique notamment de culture, parce qu'en fait, si les gens comprennent pas l'intérêt de ça, parce qu'ils sont pas formés à ce que c'est Lean Startup, au fake it until you make it, en fait, voilà, donc ça nous amène à devoir former, acculturer un peu des équipes, et puis ça peut nous amener aussi à travailler sur des sujets plutôt d'organisation, d'innovation et de process pour permettre à ces idées d'émerger. Mais on reste quand même, voilà, dans ce champ-là, quoi. Aujourd'hui, qui sont vos concurrents sur le marché? Il y en a plein. Déjà, le premier concurrent qu'on peut avoir, je dirais, c'est les freelances. Ah bon? Ouais, parce qu'au final, il y a plein de gens qui sont sur Malte, qui font des missions en freelance. Ensuite, sur nos activités de conseil, on va pas se mentir, il y a les très très gros, les Beering, les BCG, qui eux sont à des niveaux de présidence et qui vendent ça dans des packages à plusieurs millions. Mais bon, ils ont pas cette opérationnalité qu'on a. C'est-à-dire que nous, nos équipes, elles sont pas là en train de dire il faudrait que tu testes comme ça. On prend le truc, c'est nous qui faisons les campagnes, s'il faut appeler des mecs en B2B, on le fait. On est vraiment opérationnel sur cette partie-là. Donc il y a les très gros, il y a toutes les boîtes du digital, voilà, je veux dire, c'est quand même le mot innovation, un mot hyper galvaudé. Je veux dire, entre les groupes qui disent qu'ils innovent et qui innovent peu, les boîtes qui disent qu'ils accompagnent sur de l'inno et tu sais pas trop ce qu'ils font. Donc, c'est vrai que trouver le bon positionnement, ça a été le vrai sujet de l'année. C'est pour ça que cette année, en collectif, on a vraiment envie de se dire, nous, on a envie de s'inscrire dans l'innovation qui a de l'utilité pour le monde. Et on trouve qu'avec ces briques-là, on s'y retrouve un peu parce que le fait de réfléchir à quel est l'impact réel d'une idée ou d'une techno sur un marché, et quand on parle d'impact, c'est pas juste économique.
c'est social, environnemental, et aussi le fait de s'inscrire et d'accompagner nos clients à trouver les financements qui vont leur permettre de développer des projets qui sont vraiment game changer, parce que le plan de relance, on se dit il y a plein de millions, mais le plan de relance ne finance pas n'importe quoi. En fait, la condition de transition et d'impact social et environnemental est impérative dans toutes les réponses. Je sais que vous vous êtes engagé auprès d'acteurs dans le monde environnemental, qui adressent des sujets également sociaux. Est-ce que vous avez également une stratégie pour vous dire, aujourd'hui, on va adresser exclusivement des clients comme ça, ou vous vous adressez également à des boîtes qui, cherchent à vendre plus de couches, plus d'alcool. Alors, on a des limites éthiques. Ok. Voilà. Donc, par exemple, l'armement, tout ça, on n'y va pas. D'accord. Tout ce qui est... Et ça a été le cas, on a dû refuser des trucs. Après, ça a été une vraie question. En fait, on peut pas revendiquer de dire je vais travailler qu'avec des gens qui veulent avoir des idées pour la transition. En fait, ça serait notre rêve. La réalité du marché, c'est que c'est pas du tout le cas. Et la réalité du marché, c'est que les groupes qui s'annoncent, je dirais, sur des stratégies d'innovation au bénéfice de la transition, il y a des choses vraies. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les budgets opérationnels qui sont mis derrière pour innover sont quand même pas à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, moi, tant que je verrai pas un directeur de l'innovation et du RSE rattaché à un COMEX, je me dirais que il y a encore un peu du chemin. Mais en tout cas, nous, on prend pas trop ce parti. On se dit, de toute façon, c'est un peu ce qu'on a envie de faire. De toute façon, les startups qui, par exemple, s'inscrivent dans le plan de relance sur des projets de nouveaux matériaux, elles font un truc bien pour le monde. Et nous, si on gagne des sous pour elles, ça maximise les chances d'impact de leur projet. Et ça, c'est déjà une première petite marche. On est aussi en train de réfléchir à comment démontrer que une stratégie de crédit impôt recherche, elle peut intégrer des démarches qui font de la recherche pour la transition chez nos clients. Donc ça, c'est une démarche qu'on fait en plus de ce qu'on est censé faire. Et puis, sur nos activités de conseil, l'idée, c'est plutôt de se dire comment on peut sensibiliser quand on va travailler autour de concepts sur l'impact social et environnemental qu'il peut avoir, sans se prétendre pro du RSE et tout ça, parce qu'on l'est pas. Mais en tout cas, prendre en considération que c'est des questions à se poser dans la manière dont on évalue si on doit aller ou pas faire un projet. Par exemple, là, on a travaillé avec Radio France sur les JO 2024 et on les a fait bosser sur c'est quoi les critères hyper importants pour vous pour définir vos priorités sur l'innovation sur les JO 2024. En fait, collectivement, ils ont décidé que le critère environnemental serait dans les must et que ça serait pas une option. Donc, après, c'est à nous, finalement, d'être un peu garde-fou, de dire, vous aviez quand même dit que c'était dans les must, ça serait bien de vous y tenir. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore dans un monde où les entreprises peuvent s'emparer pleinement de ce sujet parce que, en fait, elles sont dans un dilemme sur leur modèle économique assez énorme. Je veux dire, aujourd'hui, on prend le secteur de la construction, il y a une chaîne, c'est une filière compliquée, il y a une chaîne de valeur compliquée. Les chantiers qui se construisent aujourd'hui, c'est des chantiers qui ont été vendus il y a 5 ans, à certains niveaux de prix, à certaines conditions. On peut pas se dire du jour au lendemain, ta maison, je vais la faire en argile, quoi. Parce qu'en fait, d'un point de vue économique, ça ne tient pas. Et donc, c'est ça l'enjeu. En fait, je pense, d'une partie de notre travail, c'est d'accompagner ces grandes réflexions-là. Et c'est là où nos 2 activités sont hyper intéressantes pour ça. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour là sur le business model de Dynergy. J'aimerais bien qu'on passe à la vente. Tu as évoqué des profils d'account manager et de commerciaux, mais est-ce que tu peux m'expliquer vraiment dans le détail l'organisation commerciale, qui la dirige et comment elle se compose ? On a un DIRCO qui est basé à Lyon. Sa mission, c'est un peu de coordonner l'ensemble, de fixer les objectifs de chaque activité et aussi par agence. Voilà, c'est la complexité du modèle. Ah oui, donc du coup, c'est lui aussi qui te donne les objectifs à atteindre. On les travaille, on les fait ensemble. Voilà, on se dit, à ton avis, cette année, comme tout le monde, c'est l'exercice. L'exercice bien sympa de la fin de l'année qui est jamais complètement fini au début de l'année d'après. Et effectivement, du coup, on a on a une agence à Marseille, une à Grenoble, une à Nantes aussi. Et donc, y a du commerce dans chacune de ces agences. Donc, il y a un commercial qui s'occupe plutôt de Grenoble. Sur le sud, il y a aussi un commercial. Eux, ils sont plutôt ciblés vraiment financement. Donc, ils développent en fait les réseaux locaux sur le même modèle que ce qu'on fait à Paris et sur le même modèle que ce qui est fait à Lyon depuis toujours. Puisque nos fondateurs, ils ont aussi à la base un gros réseau local. Et puis, effectivement, sur la vente grand compte,
on a un account manager full-time, et puis après, on est plutôt dans un principe d'associés qui vendent. Ouais, c'est-à-dire que c'est soit les directeurs, soit les consultants seniors qui, par leur réseau et par des rebonds, etc., vont aller générer le business, qui est un modèle qu'on retrouve en fait dans pas mal de boîtes de conseil, mais qui est quand même un peu limitant parce qu'on peut pas être au four et au moulin, et c'est la raison pour laquelle en fait on cherche là à staffer un petit peu plus le compte management. Quand on a une équipe commerciale qui est aussi dispatchée, est-ce qu'il y a des moments de rencontre? Ça s'organise comment? Alors il y a quelques moments de rencontre déjà à l'échelle de l'entreprise, parce qu'on est sur 5 sites, donc il y a quand même 2 moments de rencontre pour tout le monde, qui est plutôt un gros team building sympa ou des gros stuff. Ah oui, moi je parlais voilà. de commercial. Alors oui, effectivement, tous les lundis matins, donc une semaine sur 2, il y a la réunion commerciale pour le compte management côté conseil, et puis la semaine d'après, il y a la réunion commerciale sur le financement, et là on est tous ensemble, et là l'idée c'est de regarder un petit peu à la fois le pipe, si on est en retard, pas en retard, ce qui est signé, pas signé, parce que ça permet en fait de staffer. Voilà, on l'a vécu chez Valtech, c'était un peu comme ça. Et puis il y a aussi les infos qui sont importantes à connaître pour les commerciaux. Par exemple, nous dans notre marché, il y a souvent des appels à projets qui sortent et qui touchent certains secteurs. Donc en fait, c'est souvent à cette occasion-là qu'on nous le dit. Donc à ces réunions, il y a pas que les commerciaux. Ok. Il y a les directeurs d'agence et il y a aussi les responsables opérationnels des activités. Voilà, parce que c'est eux qui ont un peu la connaissance métier et qui vont pouvoir à la fois anticiper le staffing de leurs équipes, mais aussi nous informer des nouveautés, soit techniques, soit on va pouvoir utiliser pour en parler à nos partenaires, à nos clients, etc. Pourquoi avoir séparé les 2 réunions commerciales et se dire qu'on réunit tout et potentiellement on peut mettre en place des synergies sur certains clients ou autres? Alors, parce que c'est compliqué. Je trouve que en plus avec le télétravail, le distanciel, ça multiplie. Enfin, les gens sont quand même blindés de réunions. Et en fait, déjà être 5 agences et devoir parler d'une activité, ça nous prend bien 1 heure. Si on doit tout faire, ça va pas intéresser une partie des équipes. Donc en fait, on préfère les séparer. Pas tant pour les commerciaux, parce que finalement les commerciaux ils sont un peu aux deux, puisqu'on vend tous un peu tout quand même à la fin. Mais surtout pour les responsables d'activité, parce qu'en fait ils ont pas que ça à faire, tu vois. Donc c'est plutôt dans une logique un peu d'efficience. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des profils qui composent l'équipe commerciale? D'où ils viennent? Alors, hyper variés. Ouais, Lionel, notre account manager, il est là depuis hyper longtemps. C'est un mec ultra senior. Il connaît par cœur l'industrie. On a... dans mon équipe, j'ai Simon, qui était consultant. Et c'est vrai que sa nature business est assez vite sortie. C'était vraiment le consultant qui faisait du business spontanément et voilà, assez naturellement. Il était à Lyon en plus, donc autant te dire que faire venir des gens de Lyon pour s'installer à Paris, c'est pas gagné. Il y en a quand même qui ont fait le pas, et Simon en fait partie. Et lui, c'est un profil qui est jeune mais hyper talentueux. Il a vraiment ça dans le sang, quoi. Le relationnel, l'empathie, la capacité vraiment à comprendre tout de suite là où il va apporter de la valeur, à mettre en face la bonne expertise. Et c'est peut-être le seul gars de la boîte qui sait vendre tout ce qu'on fait. Et c'est pas une question de seniorité, c'est vraiment une question... pour moi, le commerce, c'est quand même un job, et notamment dans le service, c'est un job d'intelligence. C'est-à-dire que si on n'essaye pas de comprendre vraiment ce qui se passe chez notre client, d'aller un peu plus loin que le bout de son nez, de réfléchir un peu au-delà et d'être réactif et finalement de lui proposer la bonne chose au bon moment, on n'est pas très bon. On est moyen. Et voilà, donc on a Simon, j'ai la chance, il est chez moi. Voilà. Et puis les autres, je les connais un peu moins bien, mais sur Grenoble, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce métier du financement, donc qui a quand même finalement cette approche vente-conseil. Et je pense que dans nos métiers, et ça c'est sur les 2 activités, c'est vraiment de la vente-conseil. Faut être capable d'être créatif, faut être capable de rebondir, faut être capable de se dire avec qui je fais mon 2e rendez-vous, parce que c'est avec ce consultant que ça va vraiment matcher, que ce consultant il a vraiment la bonne expertise pour parler à ce client. Et c'est vraiment de l'intelligence. Et c'est ça qui est dur quand on recrute.
parce que déjà les profils de vente, ils ont quand même changé depuis ces dernières années. Et cet écosystème startup, il a quand même créé des profils de commerciaux qui font du SaaS, qui est une vente très transactionnelle. Ouais. Et puis très jeunes, donc qui manquent à la fois d'expérience quand même, malgré tout, et qui sont pour beaucoup pas très bien formés, qui n'ont pas suivi finalement de vraies formations. Et on va pas se mentir, moi j'ai été formée au spin selling, j'en parlais un peu au début, et juste cette méthode, elle est incroyable quand on la connaît, et c'est une vraie méthode de vente complexe, qui est une vente conseil. Et c'est vrai que quand là on voit des gens en recrutement, c'est compliqué, parce que c'est des profils hyper durs à évaluer, les sales. Là en ce moment, je trouve qu'il y en a pas mal qu'on la bougeotte, donc tous les ans ils changent de boîte. Et moi, j'ai toujours, alors je suis peut-être un peu vieille, mais j'ai toujours pensé qu'un bon commercial, il reste au moins 2 ans, parce qu'en fait, la première année, c'est pas là où il gagne. Je trouve que ça dépend des business models, parce que quand tu es dans le SaaS, je pense que tu es capable de vendre et de gagner dès le premier mois. Quand tu fais de la vente complexe, quand tu fais du conseil, forcément, en fait, tu dois créer ton pipe, ta relation avec le client, etc. Ça dépend du type de vente. Ouais, et puis c'est des cycles de vente qui sont quand même longs, mais même pour bien comprendre, pour être bon dans ce qu'on fait, même si entre guillemets, on vend du SaaS. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Il y a un moment, on s'improvise pas, et c'est vrai que cet essor, alors particulièrement pareil des startups, qui a finalement dû recruter un cheptel énorme de BDR, SDR et j'en passe, en fait, génère finalement beaucoup de profils qui sont pas les profils qu'on peut recruter sur de la vente de services. Mais tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai également fait le podcast. C'est pour qu'on se rende compte de la diversité du commerce, parce qu'il y a énormément de conseils qui émergent aujourd'hui sur le développement commercial, qui émanent beaucoup en fait de la Startup Nation, de cet écosystème-là, alors qu'en fait, t'as de la vente en effet de conseils, t'as de la vente complexe, t'as de la vente de produits dans l'industrie, t'as tout quoi. Ouais. Et t'as des gens... Et souvent, c'est difficile de se situer, parce que souvent, on dit, commercial, ça veut dire que tu peux tout vendre. Oui, et puis même le job de camp manager, en fait, il a pas du tout le même sens quand on postule dans une boîte qui fait du service que dans une boîte... l'autre jour, j'ai vu un candidat qui avait bossé dans les industries automobiles pendant des années, il était camp manager, il vendait des pièces sur des lignes de production de voitures, tu vois, ça a rien à voir, et pourtant... Son intitulé de poste, c'est le même. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, je trouve, de trouver des compétences de compte manager dans le service quand on vend du conseil, notamment sur des sujets transformants, d'innovation, parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau de compréhension, en fait, finalement, des enjeux des clients, des enjeux du marché. C'est des jobs faits pour des mecs qui ont envie de réfléchir, quoi. C'est là où parfois ça m'inquiète, parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre en concurrence avec les profils consultants. Tu le vois de plus en plus dans les boîtes. Ouais, mais c'est quand même pas le même set mind. Les gens qui font du conseil, ils se posent vachement de questions, ils réfléchissent, il faut qu'ils aient un truc hyper cadré, en fait. Alors que je dirais le compte manager ou le sales, il va être vraiment dans la recherche d'opportunités, il va aller chercher le petit fil à tirer, il va aller au-delà du truc, quoi. Et c'est quand même mais de toute façon, je suis pas la seule à vivre ça, mais je sais que on a tous du mal à recruter nos sales, parce que chaque métier a ses spécificités, et donc on a tous à la fois une attente un peu spécifique par rapport à son métier, par rapport à sa propre histoire. Moi, j'étais un peu biberonnée et élevée entre guillemets à une certaine manière de faire, et donc du coup il y a des biais subjectifs très très forts sur le recrutement de ces fonctions. Et puis c'est des fonctions où on a encore moins envie de se planter que d'autres, parce que en fait tu sais que quand tu recrutes un commercial, les 6 premiers mois c'est un peu je veux dire, on sait tous que les 6 premiers mois ils te rapportent rien. Donc en fait, si tu te plantes, t'as perdu un an. T'as perdu un an, quoi. Ouais. Et ça arrive souvent. Enfin, chez nous, je le vois chez plein de boîtes, ça arrive souvent. Tu dis, au bout de 6 mois, en fait, ça va pas le faire. Mais tu peux pas le savoir avant, parce qu'en fait, au début, tu dis, ouais, c'est peut-être le marché, puis il faut qu'ils comprennent bien le truc, et puis si. Donc c'est hyper dur. Franchement, c'est vraiment dur de trouver les bons profils. Alors aujourd'hui, comment vous vous y prenez, vous ? On a une super équipe de recrutement, déjà. Je les remercie tous les jours parce qu'elles font un boulot de ouf. On s'appuie avec des cabinets qui font de la pré-qualif et tout. Et puis on en voit plein. Voilà, on en voit plein. Moi, j'ai choisi de faire des mises en situation.
parce que le côté mec sympa en entretien, c'est ouais, quand même vrai qu'il délivre pas. un peu insuffisant. Donc moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent de donner un cas pour essayer de voir les réflexes, à minima de questionnement et d'écoute. Et c'est vrai que souvent, je suis assez déçue. Et je me dis peut-être que je suis trop exigeante et tout. Mais voilà, moi, je fais des mises en situation. C'est vrai qu'on nous met pas mal la pression aussi sur le marché en nous disant « Ouais, faut pas faire beaucoup d'entretiens, les gens sont hyper demandés. » Mais quand on est une petite entreprise, enfin, en tout cas une PME, ces recrutements, ils sont tellement impliquants. Tu te dis, bah ouais, mais je vais pas faire 2 entretiens pour recruter mon sales, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une aventure ensemble. Enfin, lui, il va intégrer une aventure, faut qu'il réussisse. Donc, moi, je me dis, le mec bon, s'il a envie de réussir, il va prendre son temps à choisir son nouveau job. Enfin, ça me paraît logique, sinon c'est un peu bizarre. Il doit me poser certaines questions. Par exemple, et il y en a plein qui me posent pas certaines questions sur les objectifs, enfin voilà, moi des fois je suis un peu déroutée. Et c'est vrai qu'on est un peu comme ça tiraillé entre il faut aller vite, parce que le marché, les mecs ils sont pris hyper vite, et en même temps toi t'as envie de dire ouais mais bon, moi je vais pas prendre un mec que j'ai vu une fois si je suis pas sûre. Voilà, même si on n'est jamais sûr, mais en tout cas voilà. Donc ce qu'on fait c'est ça, c'est un peu des mises en situation. On essaye d'avoir un cycle en 3 coups pour avoir des avis différents. Donc souvent il y a sur Paris, bah moi je vais voir les personnes en premier. Ensuite je vais demander par exemple au responsable de l'activité de voir la personne, et puis on finit par le DG. Je trouve qu'on fait beaucoup la promotion quand on parle commercial. Encore une fois, aujourd'hui, on pense beaucoup au SaaS. Les gens font beaucoup la promotion de ces jobs-là et t'entends jamais parler des commerciaux dans les boîtes de conseil. Et quand c'est le cas, c'est souvent commerciaux en ESN, et c'est souvent très décrié. Ouais, mais pourtant, les ESN, c'est quand même des vraies bonnes écoles de vente. À l'heure où on discute, l'épisode n'est pas encore sorti, mais on a fait un bel épisode sur le sujet avec Mel, qui est directrice commerciale chez Takima, qu'on connaît de l'époque de Valtech. Tout à fait. Et elle défend très bien le sujet. Bah ouais, parce que même chez Valtech, finalement, on n'était pas une ESN, mais un peu quand même. Et c'est vrai que notre job, c'était ça. Et en fait, c'est des jobs quand même très, très formateurs, hein, sur la relation client, sur la capacité à être réactif. Et Valtech, sur la relation client, la gestion, le développement d'un portefeuille, aller grenouiller partout sur un grand compte. Ouais, et puis une des meilleures écoles. On n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même un truc qui a quand même perturbé ce métier ces 2 dernières années, c'est quand même cette histoire du distanciel. Je sais pas s'ils en ont parlé dans les autres podcasts des autres invités, mais moi je me rappelle quand même chez Valtech, je passais des journées entières. Mais grave à l'extérieur. À Saint-Quentin en Yvelines, au Crédit Agricole, j'étais là dans les couloirs, il fallait que je rencontre tout le monde et tout. Et finalement, cette perte de lien, cette perte du contact, cette espèce de truc, on va faire plus de rendez-vous en visio et tout, crée quand même quelque chose de pas top. Moi perso, je trouve ça un peu nul. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que marquer l'esprit des gens à qui on parle, notamment sur les premiers contacts quand on est en visio, mais c'est ultra dur. Et en fait... maintenant, dans les groupes et tout, les mecs, ils enchaînent des Teams. D'ailleurs, nous aussi. Et finalement, c'est horrible, mais parfois, je me dis, les mecs, ils m'ont parlé pendant 1 heure. Et c'est possible que dans 1 heure, ils se rappellent plus de moi et qu'ils soient passés à autre chose. Alors que si j'allais chez lui, et s'il avait eu à m'accueillir, à m'offrir un café, s'il avait eu à faire un débrief dans l'ascenseur et on se serait fait 3-4 blagues, en fait, ce qui te reste n'a rien à voir. Parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as vraiment créé un lien. Et moi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'essaye de faire depuis quelques mois. J'essaye de me dire, non mais, les premiers rendez-vous, les gens que tu connais pas, il faut absolument se déplacer, mais c'est sûr. Essayer de les voir en vrai. Et c'est de plus en plus dur, hein, parce que les gens, entre ceux qui télétravaillent, ceux qui ont la flemme, ceux qui vont te donner qu'une demi-heure. Et il y a 2 écoles un peu là-dessus. Il y a des commerciaux qui disent, ouais, mais moi, ça me fait gagner grave de temps d'avoir que des calls d'1 demi-heure, comme ça, je sais si ça vaut le coup ou pas. Ouais, mais en fait... moi je suis presque sûre que 1 demi-heure ça vaut pas le coup en visio, parce que on est dans un métier hyper humain. Les mecs, quand ils bossent avec une boîte de conseil, ils bossent avec des humains, et donc toi, quand t'es directeur associé, consultant machin, t'incarnes un peu ta boîte, et c'est la confiance, l'intelligence qui va ressortir de toi qui va faire que ils vont se dire cette boîte ça vaut peut-être le coup qu'on creuse. Et c'est vrai que ce truc, ça a quand même changé des choses dans la vente. Ça l'a un peu déshumanisé.
Et je pense qu'il y a quand même un effort à faire pour réhumaniser un peu ce lien. Je pense que c'est une certitude dans le monde du SaaS, ça fonctionne comme ça et a priori, ça n'a pas de raison de changer. Dans le monde du conseil, c'est dû à la pandémie, mais t'as pas l'impression que les gens sont en train de retourner un petit peu au bureau et d'en revenir? Moi, je sais que personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'enregistrer le podcast physiquement avec mes invités. Et tu vois, même le 2e épisode qui est sorti, ou le 3e avec Robin, en fait, ok, Metz, c'est à 1h20, je suis partie à Metz, tu vois. Parce que l'objectif, c'est aussi de rencontrer les gens. C'est pas de faire un podcast transaction où je t'enregistre tac-tac à distance et c'est dans la boîte. Bah ouais, carrément. Et oui, ça revient un peu, c'est vrai. Mais quand même, tu vois que même toi-même, tu perds le réflexe de te déplacer. Et moi, je me rends compte, d'ailleurs, je me disais, mais comment on vivait avant? Je me rends compte que aujourd'hui, quand j'ai 2 rendez-vous dans une même journée en physique, mais ça m'a flingué mon orga, quoi. Et en fait, tellement on s'est habitué à enchaîner. Et quand je fais le bilan, je me dis, est-ce plus productif d'enchaîner ou pas? J'en suis pas sûre. Et c'est vrai qu'avant, je me dis, c'était quand même notre quotidien. Moi, enfin, je veux dire, même quand je vendais des photocopieurs, j'ai passé toute ma journée dehors. Les 3 derniers jours du mois, on n'avait pas le droit de revenir au bureau. Et c'est vrai que même chez Valtech, on était quand même beaucoup en rendez-vous et on faisait pas moins de chiffres, tu vois. Non. Et après, ça pose aussi la question de est-ce que tu peux te permettre de faire tout ton cycle de vente ou une partie en visio quand tu vends aussi une certaine enveloppe, un certain niveau de CA. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'enjeu financier. Ouais. Oui, et en même temps, dans le conseil, ton enjeu financier, au départ, tu le connais pas. Tu vois, autant tu vends un produit, tu sais que tu vends un truc à 5 000, 10 000 ou 50 000. Mais quand tu vends du conseil, tu peux vendre une mission à 10 000, à 20 000, à 50 000 ou à 200 000. Et ça, sur un premier rendez-vous, tu le sais pas. Tu vois, tu sais pas ce que tu vas trouver et tu sais pas non plus à qui tu parles. Et moi, je trouve que ces moments d'avant-après les rendez-vous, qui sont des moments on appelle ça un petit peu du small talk, non? Tu vois, c'est vraiment des moments où tu peux blaguer, tu peux sonder ton interlocuteur, comprendre un peu qui il est, son énergie, etc. Ils vont, tu vois, l'autre jour, j'étais chez une cliente, elle dit, tiens, je te présente Florence de chez Dinergy, ça crée aussi de la viralité. Tu vois, oui, Dinergy, vous faites quoi? Oui, j'ai entendu parler de vous. Ça, je le remarque chez les plus jeunes, et ça, c'est un vrai phénomène. C'est un peu une planque, l'ordi. Mais bien sûr. Mais on l'a un peu évoqué sur un épisode, sur l'épisode avec Johan de Bouscapé, qui sort la semaine prochaine. Tu vois, lui, il parlait, il disait, moi, c'est vrai que je fais des déjeuners clients, etc. Pour les jeunes générations, ça doit paraître, un peu à l'ancienne. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les jeunes générations, encore une fois, j'ai pas non plus... T'es tellement une boumeuse, en fait. Ouais, tu vois, pas non plus rien. Les gens sont très à l'aise derrière l'écran. Et moi, j'ai eu vraiment des surprises de voir des gens qui étaient beaucoup plus introvertis, beaucoup plus calmes, beaucoup moins à l'aise en fait en présentiel. Et dans ces moments-là, dans les moments de déjeuner, de soutenance, de propositions auprès des clients, etc. Parce qu'ils sont pas connus ça, ils ont pas développé leur carrière. Et puis il y a un petit côté, moi j'ai quand même en mémoire des moments hyper excitants. De ça, c'est-à-dire en voiture avec tes collègues. Voilà, tu as une soutenance chez EDF, le truc c'est 100 000, tu pars à 3 collègues, t'es là dans la voiture, machin. Tu répètes la soutenance. Tu te prépares, tu passes ta soutenance, c'est un vrai oral, tu sors, t'es là, tu débriefes, t'es mort de rire, tu vas te boire un coup parce que t'es trop content. En tout cas, moi ce que je remarque, c'est que cette énergie, cette euphorie, en fait, le distanciel, il te l'a fait perdre. Parce que finalement, les mecs, ils t'ont jamais rencontré. Il y a quand même des trucs comme ça. Enfin, tu fais des soutenances sur des mecs qui t'ont jamais vu. Enfin, nous, on a même fait des missions. Les gens, on les a vus à la fin. Tu vois, pour te dire le truc. Et en fait, tu te dis, tu fais ta soutenance en visio, les mecs, ils te disent non. Des fois, ils te répondent même pas. Oui, parce que c'est beaucoup moins engageant, en fait. Donc voilà. Et en fait, moi, j'ai une petite nostalgie de cette espèce d'euphorie ou même de petit stress des fois, tu vois, quand tu dois avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'un peu haut placé, physique, tu t'es un peu sapé, tu vois, là t'as un rendez-vous avec le DG de machin, t'es en pige et on me dit là c'est pas et en fait t'as même perdu ces réflexes de te préparer, de te conditionner, alors que la préparation dans la vente d'un rendez-vous, en fait, c'est hyper clé. Et je dis ça, moi, je suis la première parfois à le zapper, mais vu que ça fait 20 ans
que entre guillemets je le fais, j'ai d'autres réflexes, mais je vois bien que c'est ce qui va être compliqué dans les prochaines années, c'est un peu de rendre la vente encore humaine, de se dire que c'est quand même le lien aussi qui fait qu'il y a des choses qui se jouent là, que l'excitation de la vente, c'est pas qu'un truc du vendeur, c'est un truc d'une équipe, parce que quand on vend du conseil, on vend en fait une équipe, et c'est jamais le vendeur solo qui fait tout, en fait. Le vendeur, il va trouver l'opportunité. Derrière, il y a un mec tu vas faire la propale, tu vas challenger le truc, tu vas la défendre à 3 ou 4, et puis tu gagnes ensemble. C'est une équipe de foot, le truc. Et cette énergie-là, ça génère de l'énergie pour faire encore plus, parce que c'est du kiff, ces moments de victoire. Et ça se perd, tu vois. Moi, j'ai vécu ces années de vente où tu signes un gros deal, tout le monde allait boire un coup. Grave. Tu vois. Et c'était quand même trop sympa. Et je vais pas faire ma vieille, mais même quand je vendais des copieurs, à l'époque, tu signais des contrats sur une feuille de papier, là, triple carbone et tout. Et en fait, tu rentrais au bureau et t'avais ton contrat signé à la main. Et c'était quand même trop bien. Et voilà. Donc moi, c'est vrai que je pose un peu le truc sur le distanciel. Je me dis, est-ce que dans les tips, est-ce que dans les jeunes qui vont plus écouter, leur dire, mais ne vous planquez pas, en fait, derrière Stordy ou derrière vos mails. Parce que c'est pareil. Décrocher son tel pour relancer un client, c'est un sujet maintenant pour les gens, jeunes et vieux d'ailleurs, mais on a pris cette habitude de finalement progressivement de réduire le lien en se cachant derrière un mail parce que c'est moins dur d'envoyer un mail que d'appeler. Et là où je trouve que Eve, qui téléphone et qui utilise vachement encore le téléphone pour contacter notamment des gens un peu haut placés, bah là où je trouve qu'elle est géniale, c'est que elle a la patate, elle a le smile. Les gens, ils me disent, mais votre sales, là, elle est juste incroyable, quoi. Enfin, parce qu'en fait, ils ont... vous la débauchez. Non, mais en plus, ils ont plus l'habitude. Ouais, oui, bah oui. Ils ont plus l'habitude. Donc, tu vois, t'as quelqu'un d'hyper smiley, de pas con, qui a la pêche, qui lâche rien, qui t'appelle pour machin, bah, en fait, ça marche. Mais parce qu'en fait, avant, t'en avais 50 qui faisaient ça. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup moins qui le font avec autant de talent. Et voilà, si j'ai envie de dire un truc, c'est ça. Prenez votre téléphone, allez voir vos clients, passez du temps à déj, invitez la petite déj, enfin, parce que, en fait, c'est ça le business. Et encore plus dans le service. Alors là, tu prêches non seulement une convaincue, mais en plus, tu me mets une nostalgie. Mais comme avec Amel, quand on a reparlé de on est un peu les vieilles du truc, quoi. Non, mais je rigole, mais ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, en fait, c'est aussi ça qui donne le piment. Et moi, je suis sûre que, je sais pas s'il y a des recherches, tu vois, faites là-dessus, mais je suis sûre, si tu compares, je pense que les mecs qui se déplacent voir leurs clients et qui font moins de rendez-vous, je pense qu'ils vendent plus. Mais bon, j'ai pas de chiffres, je peux pas le dire. Je parierais la même chose. On a parlé tout à l'heure des différents clients que vous aviez. Est-ce qu'au sein de l'équipe commerciale, c'est découpé d'une certaine manière? Tu m'as parlé d'industrie. Ouais, on essaye de verticaliser. Ah, c'est un peu récent, on n'avait pas la taille pour le faire, mais là se dégagent des secteurs en fait d'activité qui ont des problématiques en fait d'innovation cohérentes. Bah, il nous paraît plus facile en fait juste pour vendre d'adresser un secteur avec un discours spécifique, avec un panel d'offres cohérent, avec des références clients qui tiennent la route, qui vont parler de Renault à Stellantis et de Stellantis à un équipementier. En fait, voilà, donc on a fait émerger des verticales sur lesquelles on commence à avoir à la fois de la consistance. Enfin, on les a pas auto-déclarées, quoi. Ça veut dire des offres qui vont avec, des références, une pluralité d'offres possibles, parce que quand tu rentres dans un grand compte, l'idée c'est pas de vendre un truc, quoi. L'idée c'est de se dire, bah ouais, j'ai vendu ça au patron de Lino, mais le patron de la R&D, lui, je peux peut-être lui vendre ça, et puis si je vais voir le marketing, je peux peut-être lui vendre ça. Et donc en fait, c'est finalement d'augmenter ton footprint sur le compte. Et je pense que l'approche par verticale, c'est un peu la meilleure. Et chez nous, elle est conditionnée au fait d'avoir l'expertise en interne. C'est-à-dire que on va pas sur des verticales sur lesquelles on a personne de senior qui est capable d'avoir une vision stratégique sur la verticale. D'accord. Et alors ces verticales, quelles sont-elles ? Bah, en l'occurrence, il y a la transport et la mobilité, parce qu'on a dans nos équipes des gens plutôt affûtés là-dessus. Et c'est aussi un secteur sur lequel, au niveau des métiers du financement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, on a aussi beaucoup de clients de start-up dans ce secteur.
Le deuxième secteur, c'est les ICC, donc les industries culturelles et créatives, de Montfaite en partie, parce que du coup, c'est un secteur que moi, j'ai pas mal développé. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la construction Smart City. Tout à l'heure, on a brièvement abordé le chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, alors je sais pas si tu peux donner les chiffres, mais des objectifs, de la manière dont ils sont définis et des objectifs qui sont donnés aux commerciaux? Nous, on se fixe 20% de croissance par an. Ok. Voilà, donc tu vois, on a fait, quand je suis arrivée chez Dynergy, on faisait à peu près 6 millions. L'année dernière, cette année, on a fini à 8 millions et quelques. L'année prochaine, on se fixe 10 millions. Voilà. Une petite levée de start-up, quoi. Ouais. Et donc, en fait, la boîte d'il y a 3 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Il y a 3 ans, il y avait qu'un siège et c'est tout. Maintenant, on est 5. Il y a 5 bureaux. Donc en fait, c'est un peu ce que je disais. Le premier sujet, c'est on veut faire 10 millions. Combien sur telle activité et combien sur l'autre? Et ensuite, on regarde les agences, donc les marchés, en disant combien prend Paris, combien prend Grenoble, combien prend Nantes et combien prend Marseille et combien prend Lyon. Et c'est un peu comme ça qu'on itère. Puis après, en granulaire, on va le dispatcher par commerciaux. Parce que évidemment que le compte manager qui est là depuis 10 ans, il n'a pas le même objectif que celui qui va arriver. C'est normal. Donc, on va le ventiler par commerciaux et aussi par associés. Ah, vous imposez entre guillemets des objectifs aux associés? Alors, on les impose pas, on les estime. Ouais, d'accord. Voilà, on considère que certaines personnes doivent ramener sur l'ensemble à peu près 300 000, 200 000, parce qu'ils ont le réseau, parce que il y a aussi une histoire qui nous montre que ça a été le cas les années d'avant. Enfin, voilà, donc c'est un peu la convergence de ces 3 raisonnements qui nous permettent de fixer les objectifs. Qui dit objectif dit également rémunération. Ouais. Quand on parle de commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer le système de REM? Il est assez traditionnel. À la différence près que d'où il y a un sujet de est-ce que tu rémunères les gens à la prise de commande ou est-ce que tu rémunères les gens à ce que tu factures ou est-ce que tu rémunères les gens à l'encaissement? Ça, c'est un vrai sujet qui peut d'ailleurs être adapté selon les profils parce que celui qui arrive, il a pas de track record. Donc, on va pouvoir imaginer des dispositifs où on va peut-être favoriser la prise de commande. Surtout s'il est à vendre de la recherche en financement ou alors, payer. Moins sur cette activité parce que cette activité-là, c'est du N+1. Et en fait, t'as quand même une incertitude. C'est-à-dire que des fois, tu signes des contrats avec des boîtes et finalement, tu te rends compte que ça va générer que dalle de chiffre d'affaires par rapport à ce que tu avais estimé. Parce qu'en fait, il y a que quand t'as chiffré en fait le montant que tu peux déclarer, etc., que en fait tu peux savoir si ça va te rapporter 10 000, 20 000 ou 30 000. Et parfois c'est vrai que il y a des signatures où en fait tu dis en fait ils peuvent rien déclarer ou alors il y a que dalle ou c'est pas vraiment de la recherche donc on peut pas. Donc on le fait pas trop. Donc on va plutôt être sur le facturé, mais on peut faire des avances sur com. Donc nous globalement le modèle c'est 50-50. 50 de fixe, 50 de variable? Non, 50% de fixe, 50 de variable. Ah, c'est... Bon, j'imagine que le fixe est confortable. Ouais. Parce que le variable, il est versé à quel moment? Il est versé soit mensuellement sur ce qui est facturé, et il y a des primes bonus, tu vois. En fin d'année, ouais, exactement. Sachant que les commerciaux, ils ont un système qui est... Enfin, je veux dire, on n'est pas une grosse boîte, donc c'est pas tout le monde n'a pas le même système, puisque tout le monde n'arrive pas au même âge, tout le monde n'arrive pas avec le même niveau d'expérience. Donc, les commerciaux, ça va être sur le facturé principalement. Et par exemple, moi, ça va plutôt être sur le résultat de ma région, voilà, en chiffre d'affaires, et j'ai une condition d'une partie de mes primes à la marge de la fin de l'année du groupe, résultat net. Parce que voilà, on a des enjeux de faire du chiffre d'affaires, oui, mais il faut quand même qu'on puisse être suffisamment rentable pour réinvestir dans la croissance. Merci d'avoir été transparente sur ce sujet. Voilà. Je sais que ça intéresse toujours beaucoup les gens. J'ai pas donné les chiffres parce qu'effectivement là, j'ai pas envie de rentrer dans l'open space et que tout le monde te regarde comme Homer Simpson. Exactement, mais grosso modo, on est quand même assez classique sur les modèles. Oui, mais tu vois, j'entends de moins en moins du 50-50. Ah ouais. Notamment en région parisienne, où c'est aussi assez compliqué en fait de pouvoir vivre. Donc en fait, il te faut un fixe quand même très élevé pour te dire que la personne elle habite pas en dehors de région parisienne pour bosser en région parisienne, à moins que ce soit des boîtes qui te permettent d'avoir du variable tous les mois. Alors c'est pour ça que je te dis ça dépend, parce que alors déjà il y a ça, et en fait c'est pas la même chose quand tu recrutes quelqu'un
qui a 2-3 ans d'expérience que quand tu recrutes quelqu'un quand on a 10-15, tu vois. Enfin, nous, on reste une boîte familiale, donc on va aussi s'adapter. Enfin, on n'est pas des machines. Et donc, vu qu'on n'est pas des machines, quand on recrute quelqu'un, il y a aussi un truc affectif, humain, t'as envie de travailler avec la personne. Et donc, quand t'as un coup de cœur, tu vas essayer de tout faire pour trouver un modèle en fait, qui va permettre à tout le monde d'être OK. Parce que moi, je pense que la question de l'AREM, c'est un peu ça, notamment sur le commerce. Et en fait, il faut être OK avec le deal. Et il faut pas mettre les gens en situation de risque perso. C'est ça qui est important. Ouais, mais du coup, tu penses pas que ça pose problème en termes d'équité, tu vois, au sein des équipes commerciales? Bah, on n'est pas complètement fou. C'est-à-dire que des profils à peu près du même âge, etc., ils sont... Enfin, je veux dire, ils ont peut-être pas exactement le même fixe, mais bon, on n'est quand même pas sur du simple au double, quoi. Ouais. Tu vois. Mais bon, on va pas pouvoir... je veux dire, on peut pas être aussi buté parce que quand tu cherches quelqu'un, par exemple, en account management, qui a un peu roulé sa bosse et qui va être bon et qui va s'engager, bah voilà, il faut voilà, il y en a qui ont des contraintes perso que d'autres n'ont pas, et ceux qui ont peut-être un plus petit fixe, ils vont prendre plus de primes. Enfin, tu vois, donc à la fin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils s'en sortent tous bien. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des outils que vous utilisez? Alors, les outils qu'on utilise, donc on utilise HubSpot. Ok. C'est notre CRM. Ok. Ça a l'air de te surprendre. C'est très marketeur, je trouve, HubSpot. Vous avez des actions communes avec le marketing? Alors déjà, le premier sujet, c'était plutôt d'avoir un outil CRM un peu digne de ce nom. Et HubSpot, au moment où on l'a pris, c'était un peu le bon compromis entre un Pipedrive et un Salesforce qui est trop gros. Enfin, c'est un peu une usine à gaz. Deuxième truc, c'est qu'effectivement, le marketing, c'est un sujet pour nous, puisque en fait, on a restructuré notre marque cette année et que on est en train de structurer des actions d'acquisition. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir quand même un outil évolutif. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour demain. Troisième sujet, c'est que HubSpot, il a quand même des fonctionnalités pas mal. La synchro avec l'agenda, les mails, enfin, je trouve que ça libère quand même pas mal de charge mentale sur le suivi des actions. Même s'il y a encore des gens qui trouvent le moyen de pas cocher la case synchroniser mon mail, mais bon. Le message est passé. Le truc qui me dépasse. Voilà, ça a le mérite d'être hyper lisible sur le pipe. Voilà, il y a un vrai pipe, on peut faire ce qu'on veut dedans, etc. Là où je trouve que c'est un peu moins facile, c'est que il y a des KPI qu'on arrive moins bien à suivre. Et notamment, par exemple, vraiment savoir le nombre de rendez-vous que font tes commerciaux par semaine. Bah, synchronisation de l'agenda. Bah, en fait, ça marche pas parce que du coup, ça synchronise tout. Tu vois, par exemple, moi, je fais des rendez-vous commerciaux, mais des fois, c'est des premiers rendez-vous, des fois, c'est du suivi, des fois, c'est de la relance, des fois, c'est de la mission. Tu vois, c'est une restitution de mission. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça, en fait, il y a aucun CRM qui te permettra de le faire. Il faut le faire à la mano, en fait. En fait, avant, c'était le cas parce qu'avant, tu te disais, bah, mon funnel, c'est rendez-vous 1, découverte, rendez-vous 2, truc. Et quand tu devais remplir tout à la main, tu disais rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3. Et tu pouvais suivre tes KPI et finalement, moi, ce que j'appelle les ratios, en fait, pour comprendre. J'ai fait 100 rendez-vous, 50 opportunités. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que ça, on a du mal, d'une certaine manière, à vraiment le savoir vraiment, parce que finalement, le rendez-vous prospect égale le rendez-vous signature égale le rendez-vous machin. Et ça, pour moi, il faut automatiser, en fait. Il faut dire à tes commerciaux de mettre dans leur invitation Google, c'est pas un R1 ou un truc comme ça, enfin, un code. Tu te prends un Zapier et tous les rendez-vous qui sont marqués R1, en fait, bah, tu les passes en rendez-vous dans le CRM. Mais bon, tu vois, ça fait quand même... c'est un peu de travail. Voilà, tu vois, il faut quand même des mecs qui sont un peu geeks, qui te fassent le truc et tout. Bon, on reste quand même une boîte... avec pas non plus beaucoup de fonctions support. Donc, tu vois, donc la limite un peu d'HubSpot par rapport à d'autres CRM, et même Pipedrive, je crois que tu pouvais un peu le faire avant, c'est un peu cette finesse dans l'amont de la vente. C'est-à-dire, parce qu'un des enjeux quand même, c'est de comprendre quand ça marche pas, là où ça marche pas. Et des fois, ça marche pas parce que tu fais beaucoup de rendez-vous, mais tu fais peu de propal. Parfois, ça marche pas parce que tu fais beaucoup de propal, mais t'en cites pas beaucoup. Parfois, ça marche pas parce que t'envoies plein de mails et en fait, personne te répond. Tu vois, et en fait, ce truc-là, on a quand même du mal à le suivre sur HubSpot. Mais bon, bref, après HubSpot, c'est aussi un outil qui peut se synchroniser avec plein d'autres outils. Du coup, nous, on a aussi configuré toute notre facturation dessus. Notamment parce que quand on gagne une mission, bah, ça passe tout de suite dans d'autres pipes de factures, ça permet de gérer le contrôle de gestion. Enfin, on l'a un peu twisté comme on voulait. Et ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est HubSpot, voilà. On utilise LinkedIn.
Et sur LinkedIn, on utilise un outil qui est quand même pas mal, qui vient de changer de nom, qui s'appelait Leadjet. Et c'est vrai que ça, c'est top parce que ça te permet en fait de synchroniser. Tu repères un mec sur LinkedIn, bim, tu l'ajoutes à ton CRM HubSpot, ça te crée tout. T'appuies sur un petit bouton, bim, ça te sort le 06, le mail. Et ça, j'avoue, ça c'est vraiment, vraiment cool. Et puis on utilise Lusha. Parce que Lusha, c'est quand même assez puissant sur... c'est puissant sur la France aussi. Parce qu'au début, ils étaient très forts du coup côté States. En tout cas, entre les deux, c'est surtout avec Lusha qu'on arrive à choper les numéros de téléphone des gens. Donc ça, je dirais que c'est nos principaux outils de vente, quoi. Enfin, LinkedIn. Bien, mais vous êtes bien équipés pour te conseiller. Non, mais c'est vrai. Enfin. Non, mais c'est pas faux ce que tu dis parce que je pense que, mais parce que notre DG est quand même très commercial, lui. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un gars, c'est plutôt un gars qui est business plus que prod. Donc on est bien équipés parce qu'en fait le sujet c'est de bien suivre le pipe. Et bon, t'arrives quand même assez vite à savoir et puis puis c'est pas dur à remplir pour les commerciaux. Rentrer un lead, c'est facile, ça va vite, ça te trouve la boîte directe. Donc franchement HubSpot, c'est quand même pas mal. Enfin, ils m'ont pas payé de prime pour que je parle d'eux, mais voilà. T'aurais pu négocier ce qui coûte cher. Mais ok, bah écoute, c'est très clair. Est-ce que pour finaliser, tu pourrais me pitcher Dinergy en 1-2 minutes? Ah ouais, carrément. Tu me mets en mode... T'es commercial, t'es là pour ça. Grosso modo, Dinergy, qui on est une société de conseil en innovation. Et notre mission, notre why, ce qui anime un peu toute l'équipe, c'est de faire émerger des innovations qui vont vraiment avoir de l'impact dans le monde qui nous entoure. C'est vrai qu'on est hyper sensibilisé sur les enjeux de transition. Et j'allais dire comme tout le monde, mais on a au moins la chance de faire un métier qui peut agir dessus. Alors nous, pas directement, mais nous, en aidant nos clients. Et on pense que à la fois nos équipes qui accompagnent la levée de fonds, en tout cas la recherche d'argent pour financer des sujets de rupture, quoi. Enfin des sujets qui peuvent vraiment changer la maison de demain, des sujets autour de l'hydrogène. On pense que ça a du sens. C'est pour ça qu'on a envie de continuer à grandir sur ça et que on a envie que ces projets puissent trouver ces financements parce que on est quand même dans un pays où c'est plus dur qu'aux États-Unis de financer ces sujets. Et puis, on a aussi envie de le faire en accompagnement la culture, les méthodologies, pour que les grands groupes, qui sont quand même une force de frappe énorme, puissent aussi faire leur part dans cette transition. Donc, c'est un peu notre mantra. Voilà, c'est un peu ce qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Waouh, quel pitch. Je t'ai fait rêver ou pas? Grave. Pas préparée, je suis pas prête. Et... Voilà, je l'ai improvisé, c'est bien que tu l'as enregistré, comme ça je l'oublierai pas. Oh, et nickel, vous voyez, c'est la personne qui m'a formée chez Valtech. Hein. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer? Je l'ai fait passer, je crois déjà. Vraiment, le message, c'est oubliez pas qu'on est des êtres humains et que ça vaut le coup de se voir pour de vrai. Et la vente, c'est un métier de confiance. Voilà, on n'est pas là pour faire que de la thune, on est là aussi pour prendre du plaisir. Et moi, le vrai message, c'est ça. Enfin, on reste dans des relations humaines, d'entreprise à entreprise, mais dans des relations humaines. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi pour cette première expérience de podcast. J'espère que ça t'a plu. Voilà, j'ai adoré. Merci. Et voilà, j'espère que vous ne serez pas endormis à la fin du podcast. Et alors, il n'y a aucune chance, c'était super intéressant. Et je suis sûre que tu as inspiré énormément de monde. Donc, merci pour ça. Et, j'ai un dernier message. Ah, vas-y. Je voulais dire que j'encourage quand même les femmes. Parce que étonnée que... Ça, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de nanas, particulièrement dans les métiers de la tech, du digital. Alors, il y en a un petit peu, mais je sais que tu en as interviewé. Mais franchement, on a quand même... Enfin, c'est pas pour nous envoyer des fleurs et tout. Mais je pense qu'on a des qualités d'empathie qui sont vachement intéressantes pour ces métiers. Et moi, j'aimerais bien en voir plus des filles qui vont vers le business. Je trouve qu'il y en a pas assez, et encore plus dans la tech, dans le digital, dans l'innovation. Il y a quand même beaucoup de mecs. Enfin, c'est quand même des métiers hyper masculins. Et voilà, si j'ai un autre message à faire passer, c'est si vous êtes une femme, ne vous dites pas que vous saurez pas faire parce que vous avez pas la tchatch ou je sais pas quoi. En fait, la vente, c'est pas de la tchatch. La vente, c'est de l'écoute. Et qui d'autre mieux que les femmes pour écouter les autres, quoi. Voilà, c'est mon dernier message. Merci beaucoup, Florence. Je survalide, et tu sais que c'était aussi le message d'Amel. Ah ouais? Coucou Amel. Bon. Même club.
Écoute, merci beaucoup encore une fois et je te dis à très vite. Écoute, merci Audrey, à toi. Bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.